Moi, j'ai franchi la barrière psychologique du 100 level à Rocket League. Fait que tu joues plus. Je joue encore. Rocketeer, man. Rocketeer. Maintenant, je suis rendu fucking bon. MVP 3 fois d'affilée. Je suis passé level 96 aujourd'hui à level 100, man. Là, je te disais, si je veux voir si le level, je peux pas comme arrêter. Là, je vois, tu sais, si je peux monter. Ça donne? Rien pour un trophée. Un trophée, un genre d'icône que tu peux mettre, puis un title Rocketeer. Tu peux braguer. Y en a-tu beaucoup des level 100? Quand même, là. Mais tu sais, pas tant que ça non plus, là, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui sera pas level 100, là, mettons, là, qui joue contre moi. Mettons, on a un gros pic de monde, il y a 14 000 personnes sur le serveur, là, mettons. Là. Je suis pas sûr que 50% de ça est level 100, là, c'est sûr. Là. Fait que non, c'est le fun. Puis sinon, j'ai joué à NHL aussi pas mal pendant le temps des fêtes, d'un côté jeux vidéo. Puis j'avance pas mal à Red Dead Redemption un peu aussi aujourd'hui. Comment tu t'avais pas Je suis rendu dans un chapitre, là. Ok. J'ai pas arrêté, là, mais mettons juste la side quest, je me suis concentré sur la main quest, je voulais finir le fucking jeu, sinon je finirais jamais. Ça n'a pas de fin. Ah non, c'est ça, fait que j'ai pas assez de temps à investir pour tout faire, là, mais tu sais, au pire je le ferais temps perdu, au moins je vois l'histoire principale, là, et comme, je comprends pourquoi il y a plusieurs fins possibles, là, puis je risque d'être dans comme la fin la moyenne, tu sais. Fait que, j'ai hâte de voir ça. Je pense à m'acheter une Switch. Hein. Ouais. Pour les enfants, jouer à Mario Party. Ils ont commencé à écouter des vidéos YouTube de Mario Party. Il a accroché bien dur là-dessus. Ouais, c'est ça. Fait que, il était à genre 375$ un bundle sur Amazon. Ah, quand même pas si pire. Ouais, fait que j'ai reçu du cash pendant le temps des fêtes. Fait que... Ouais, c'est ça, nous autres aussi, mais nous autres, on a acheté d'avance, mais donné à sa fête. Fait que, non, ça, j'ai pas mal hâte de jouer à ça. Sinon, je joue au Lego en crise. Faites des Lego. Voyons. Je le fais détendu. Tu écoutais Mad Snatch? On l'a pas fini, ma blonde, puis moi, pas bien, c'est mauvais en crise. Ben, l'histoire est ordinaire. C'est un exercice de style. Non, c'est mauvais, pis tu sais, clairement, je suis comme, non. On a écouté la moitié. C'est vrai, on a fait la moitié, puis on a abandonné. Là. On fait, c'est pas assez bon pour nous autres. C'est un exercice de style, mais l'histoire est ordinaire. Là. Même l'exercice de style, c'est comme, Ben, il est pas réussi. Parce que, tu sais, moi, si je fais un choix, je m'attends à ce que je m'en aille par en avant. Tu sais, l'histoire est faite pour, mais puis, tu sais, c'est comme. C'est facile. Mais il y a beaucoup de retours. C'est facile comme jeu, là. Ouais, exact, mais il y a beaucoup de retours en arrière. C'est parce que, mettons, je fais un choix, c'est pas bon, il me montre ce que ça donne, puis là, tu fais un autre choix. Ouais, mais c'est parce que si tu me fais faire ça, je m'attends à m'en aller en avant, là. Tu sais, à un moment donné, là, j'ai vu les mêmes scènes, la même 5 minutes 3 fois. Là, j'étais écœuré, tu sais. Tu sais, hier, si c'est donc vous êtes l'héros, tu fais le choix, ben, tu vas en avant. Non, c'est ça, tu sais, c'est comme. C'est mal fait. Ça aurait sorti à l'époque, genre sur Vidéoway, là, dans le temps que dont vous êtes les héros, les livres, c'était important. Là, ça aurait été révolutionnaire. Mais là, c'était pas. Aujourd'hui, je suis comme. Prends-toi un jeu de Telltale, c'est mieux fait. C'est mauvais, là. Je suis comme. Joue à Fahrenheit, Indigo Prophecy, joue Telltale, joue Life is Strange si tu veux vraiment souffrir. Le 2 t'as de sortir, je pense. Ah, je jouerais pas, man. J'ai pas fini le premier. Fait que moi, finalement, un jeu dont vous êtes les héros. C'est de la merde à part les livres, là. Tu sais, prendre des choix pour diriger un film, je vois pas à quoi ça peut mener. Je veux me faire raconter une histoire, je vais me faire raconter une histoire. Je veux jouer un jeu, je vais jouer un jeu. Tu sais, tu comprends? Ouais. Je vois pas l'intérêt d'avoir entre les deux, tu sais. Pendant une époque, je pensais peut-être que les jeux allaient devenir plus intéressants à cause de ça, mais c'est pas de cette façon-là que ça devient interactif. C'est plus dans le genre d'un open world que tu trouves ce choix-là sans être définitif. Tu sais, clairement un choix à présenter. Hey, fais ça, c'est ça, tu vas prendre un autre chemin. C'est comme, ouais, un jeu, c'est comme, ça fait très années 80, là, tu sais, ça fait très genre menu DOS, je fais ça, c'est comme, ouais, dans les jeux vidéo, c'est pas la bonne façon. Pendant une époque, hey, c'est hot, non, pas de temps, finalement, tu sais. Quand tu y penses, là, c'est comme, c'est pas un mode de jeu intéressant, je trouve. Tu sais, ça va avoir son public, là, mais pas pour moi. C'est juste choix AB. Puis en plus, ça marchait pas sur mon Nasty TV. ABC, des fois, dans des jeux, mettons, même à 4 choix. Mais c'est rare que ça dépasse 4 choix, ces jeux-là. Tu as déjà vu un jeu à plus
presque 4 choix dans ce genre de jeu-là. Même les open world, c'est ça, là, tu sais. Gentil, moyen, genre moyen, je suis con, puis si je suis un méchant. Tu sais, c'est comme, ouais, c'est ça, tu sais. C'est comme, ouais, c'est comme pas révolutionnaire. C'est comme, bah. Non, c'est pas aussi hot comme tu dis, c'est pas un défi technologique si grand en plus. C'est moi des livres, un livre, c'est fatal, ça devient là, ça devient intéressant. T'sais. Dans le fond, l'histoire du film, ce qui est plus cool, ben c'est le livre que le gars joue. Ouais, il avait l'air intéressant. Je sais même pas si c'est un vrai livre, j'ai pas fait de recherche. Non, ben c'est pas c'est basé c'est pas un vrai écrivain là, dans le film là, mais c'est basé sur un vrai écrivain qui a écrit un livre de ce genre-là. Moi, j'étais un gros fan des livres dont vous êtes les héros à l'époque. Ouais. Il y avait les quatre âges, je pense, quelque chose comme ça aussi. C'était un cadre de jeune de détective. Ça fait trop longtemps. Il y avait le Loup solitaire. Ah. Tu te souviens-tu, Loup solitaire? En plus, tu avais des stats, pareil comme dans Donjons Dragon. Ouais, ça je me souviens. Mais je me souviens plus des titres, là. Mais Loup, c'était une série. Je pense qu'il y en a 50 des Loups solitaires. Ouais, peut-être level 32. À l'horizon, ils avaient tout. Puis il y avait aussi une affaire de héros spatial. Là. Ouais, mais lui, il était gruesome en esti. Quand tu mourais en esti. Ouais, ça c'était cool. C'était cool de faire toutes les histoires ou toutes les options. Ouais, ça, tu lis un livre, t'as 3-4 doigts. Ah ouais, celle-là. T'as 3-4 doigts placés un peu partout. Je suis mort, je vais recommencer. Fuck that shit. Ce qui va comme le contraire de ce que je reprochais à mettre de Snatch, là, mais. J'ai mieux, tu sais. J'ai le droit d'être incohérent, ok? Je t'en vacances. Non, mais c'est ça, tu as le droit, mais pour un film, non, tu sais. Je veux dire, c'est pas. Je pense pas que c'est. Un jour, ça va être virtuel, mettons. Là, si je veux comprendre le principe, tu sais, c'est que c'est pas des choix, mais c'est ton interaction qui change l'histoire. Ça peut être cool. Sais-tu c'est quoi qui va être les premiers jeux dont vous êtes les héros avec réalité virtuelle comme ça, là, les choix que tu vas avoir, là? La faut-tu par en avant ou par en arrière? Ça va être la porn qui va starter tout ça. Moi, j'ai écouté des bonnes choses, au moins pendant le temps des fêtes. Moi, j'ai écouté Spider-Man dans le Spider-Verse. Ouais. C'est malade, man. Un des meilleurs films ever, le Kingpin, qui est un esti de vilain. Ils le mettent surnaturel, Kingpin, là-dedans. C'est pas un Kingpin. Qui est gros en esti. Ouais, c'est ça. À l'écran, un live action, ce Kingpin-là fit pas, là, tu sais. Puis, tu sais, il est surnaturel, là. Il a tous les pouvoirs, puis... Mais c'est pas grave, l'histoire est tellement bonne. Commence, start le film, présente Peter Parker, puis t'as le tout en partant. Spoiler alert. Mais c'est vraiment l'histoire de Miles Morales à travers d'autres Spider-Man. Mais c'est vraiment l'histoire de Miles Morales qui est en train de se faire former pour devenir le prochain, lui qui prend le relais à Peter Parker dans son univers à lui, là. Okay. C'est vraiment l'ultimate Spider-Man. C'est vraiment tout cet univers-là, puis il traverse. D'un, il y a plein de clins d'œil à tous les films en partant. C'est un des meilleurs. Il y a Stanley qui a un caméo encore dans le film là-dedans. C'était pas mal sûr que Stanley allait être présent. Ça a l'air qu'il y a Spider-Pig. Ouais, il y a Spider-Pig qui fait une apparition. Là, il n'est pas très important. Genre un Spider-Man manga style de japonais. Genre, c'est une fille avec un robot, puis le robot est possédé par une araignée. Fait que c'est genre. C'est un Spider-Man. OK. C'est Spider-Man noir qui est interprété par Nicolas Cage. Que lui, c'est le Spider-Man des années 50. Fait que lui, il voit tout en noir et blanc, genre. Puis t'as un Peter Parker fin trentaine qui est dépressif, qui est plus avec Mary Jane, qui vient d'un autre univers, qui est rendu bedonnant, puis qui est découragé de la vie. Fait que lui, il continue à sauver le monde, mais il est comme c'est de la merde de la vie. Fait il sauve le monde bedonnant. C'est lui qui est vraiment le master, le teacher à Miles Morales. Parce que Miles Morales, parce que c'est ça, Peter Parker là, qui est le plus proche du Peter Parker de son univers. Fait que il a le même visage, sauf la couleur de cheveux, puis il est rendu bedonnant. C'est presque le même. Puis il a presque eu la même vie que le Peter Parker de son univers. Okay. Là, à quelques différences près. Là, genre, il est plus avec Mary Jane, tandis que l'autre, il est mort, puis Mary Jane est en amour encore avec. Okay. Fait que, puis le film commence, c'est que c'est Kingpin qui tue le Peter Parker jeune, glorieux. Puis c'est Kingpin qui fait ses funérailles, puis qui rend hommage à Peter Parker, mais tu sais, il vient de le tuer, puis ça démontre à quel point il est fou, là. Ce Kingpin-là, il est vraiment bien fait, là. Puis sinon, tu vois le Green Goblin, qui est genre l'ultimate Green Goblin, là, le fucking huge Green Goblin, le mutant,
qui est un peu moins cool que le Green Goblin que je m'attendais. On voit Octopus. Je suis pas familier avec les Ultimates en dehors. C'est Miles Morales. J'en ai une couple de Ultimates en plus. Justement, de Spider-Miles Morales, j'en ai un. Dans Avengers, c'est presque pareil. Fait que dans le fond, le Green Goblin, c'est un vrai goblin, c'est une vraie créature. Ouais, carrément. C'est pas technologique en soi. Fait que j'aime bien ça. Puis, sinon, tu vois aussi Dr. Octopus. Qui est-tu le même principe? Non, vraiment pas. C'est une fille dans celle-là. Là, fait que Dr. Octavius, c'est comme elle qui crée le Collider, le genre de grosse machine qui fait la brèche dans tous les univers. Puis c'est elle qui crée cette invention-là sous pression de Kingpin. Fait que, mais elle est vraiment méchante aussi. Là, pas tant, c'est très complice avec Kingpin. Là, fait que c'est la deuxième vraie méchante du film, c'est elle. C'est Dr. Octopus, mais qui est une fille. C'est vraiment différent de ce qu'on est habitué de voir. Là, fait que, puis l'intrigue, c'est vraiment que Miles Morales, c'est Peter Parker en mourant, il donne ça à Miles Morales, puis il sent qu'il y a le Spider-Sense, les deux, puis il donne une clé qui va permettre à empêcher Kingpin de rouvrir la brèche dans tous les univers, parce que Kingpin, lui, veut faire une brèche dans l'univers pour ramener sa femme et son enfant que lui, qu'il a tué dans son univers en essayant de les protéger. En essayant de les protéger, il les a tués. Ah ben, c'est efficace. Il a demandé à la fille, la Dr. Octavius, de créer un collider d'univers pour aller chercher sa femme puis son gars dans un univers qui est très, très, très similaire à la sienne. Il va les voler à l'autre Kingpin pour les ramener dans son univers. En pensant pas que l'autre Kingpin va être en tabarnak, va faire le même principe. Puis il crée ce collider-là. Le premier Peter Parker réussit à empêcher la brèche d'arriver, mais elle ouvre, une brèche s'ouvre, mais elle ne réussit pas à persister. Mais il meurt dans ce combat-là, dans cette scène-là, il meurt. Fait qu'après ça, Miles Morales, il part à la recherche d'un... Dans le fond, lui, il a la clé, mais il sait pas utiliser le pouvoir, il est pas bon, il a pas confiance en lui. Puis là, il y a un Peter Parker qui apparaît, qui est attiré, qui est absorbé dans une brèche des univers, dans l'univers de Miles Morales. Il y a Gwen, il y a une fille aussi, c'est Gwen Stacy d'un autre univers, qui est Spider-Girl. Puis, la Spider-Man en blanc et rose. Puis elle aussi, elle va à l'école de Miles Morales, puis elle devient comme sa coach, puis elle fait comme à semblant d'être une nouvelle élève à l'école, puis mais malgré ça, elle a comme un effet secondaire d'être dans l'univers de Miles Morales, c'est qu'ils perdent, ils sont en train de se dégénérer, comme de disparaître un peu, ils n'ont pas le choix de revenir dans l'univers s'ils veulent pas mourir. Fait qu'ils n'ont pas le choix de réutiliser le collider. Fait qu'ils sont tout autour de Miles Morales à cause que lui a la clé que le dernier Peter Parker a laissée. Fait qu'à travers ça, lui, il est comme mis de côté parce qu'il est pas assez bon. Puis au final, il prend son courage à deux mains puis il va aider les autres Spider-Man. Puis il finit par être l'ultime héros puis de tout régler contre Kingpin. Fait que non, le côté anime, là, c'est le meilleur film qui est représenté par une bande dessinée. Là, si t'es épileptique, c'est pas sûr que c'est un bon film à aller voir. Le mauve orange-blanc là, qui flash, c'est quelque chose. Mais, tu sais, des câbles, ils me font des stops, des stops d'image. Fait qu'on dirait vraiment une bande dessinée par moment. C'est vraiment incroyable. Puis l'histoire aussi, là, c'est une des meilleures histoires de Spider-Man. Là. Elle est farfelue un peu, mais si tu t'accroches à l'histoire, il n'y a pas de slow. C'est toujours fast-paced. C'est très... c'est vraiment un Miles Morales, un héros. Là. C'est pas un film de... la planète est pas en danger. Non, les univers sont en danger. C'est tout repos sur Spider-Man. Les enjeux sont grands. C'est ça. Fait que c'est un des bons films de Spider-Man qui a fait aussi. Oui, Homecoming qui était un très bon film live action. Mais après ça, lui, je te le classerais tout de suite. Meilleur que tous les films de Tobey Maguire. Puis, combien d'araignées sur 10? Combien d'araignées? Je voudrais dire un 9 araignées sur 10. 9 araignées sur 10. Hey, tabarnak, hein, c'est... En fait de la patte. Spider-Man. Sinon, j'ai écouté Dragon Ball Super aussi. On fait ça une intro? Il faudrait bien, hein. Bonjour, bienvenue à Entre deux Geeks, c'est Steven et qui est Soul. Bonjour, c'est Guy et qui est Cotard. Fait que j'ai écouté Dragon Ball Super, Broly. Ouais, c'est puis le film. c'est bon. C'est excellent.
Là, je viens de donner des... C'est l'équivalent Spider-Man. Je donne des araignées sur 10, là, je vais vais donner des Dragon Ball sur 10, là. Non, des Dragon Ball, il y en a pas 10. Non, on va donner des étoiles. Nombre de Dragon Ball, là, je dirais... c'est un 7 étoiles sur 7, là. Tu sais, Dragon Ball, il y a 7 Dragon Ball. Un 7 étoiles. Ça, 7 ou 5? Moi, c'est 6, moi, je suis encore lisse. Ça va pas bien, hein? L'autre, on est pas représenté avec la communauté geek en gris. Ça fait, ouais. Non, mais c'est ça, Dragon Ball. Ah ouais, c'est ça, Dragon Ball et un venin, oui. Puis, donne-moi donc le calumet de la paix avant. Ouais, ça va t'aider. Fait que, ouais, c'est ça, j'ai écouté Dragon Ball Super, puis l'intrigue, c'est que les Dragon Ball sont recherchés par Bulma et Frieza. Mais sont-ils cherchés par Bulma et Frieza ensemble ou chacun de leur bord? J'imagine chacun de leur bord. Chacun de leur bord. Est-ce que les deux sont conscients que quelqu'un d'autre les cherche? Ça commence avec... les Dragon Balls sont volés dans le laboratoire de Frieza par les genres de soldats de l'armée. Deux soldats qui sont pas très forts de Frieza qui sont envoyés là parce que justement ils sont pas forts, pas détectés. Ils sont capables de entrer dans le laboratoire de Bulma puis récupérer les 6 Dragon Ball. Et le dernier étant en Antarctique, sur le continent de glace de l'univers de Dragon Ball. Donc, une fois qu'ils détectent que les Dragon Balls sont volés, ils partent vers l'Antarctique. Vegeta, Sangoku, les principales, c'est eux. Beerus, il reste au camping, au chalet de Bulma, avec les enfants, puis ils continuent à manger. Fait que vraiment juste Vegeta et Sangoku sont envoyés en Antarctique. Puis Frieza, lui, il envoie son nouveau soldat de son armée, parce que le film commence pas avec cette histoire-là. Le film commence vraiment avec un flashback dans le temps où c'est que on voit comment Broly a été exilé de la planète Vegeta par le père de Vegeta, donc le King Vegeta 4 dans le fond qui s'appelle, ou non, c'est Vegeta, ouais, c'est ça. Fait que lui c'est c'est Vegeta 3 dans le fond. Parce qu'on apprend vraiment que Vegeta c'est le 4e de sa famille, de sa lignée de Vegeta. Fait que son père King Vegeta étant le 3e. A exilé Broly par crainte de sa force, parce qu'on apprend que les Saiyans, quand ils sont forts, sont pas envoyés sur des planètes pour conquérir les planètes, sont élevés pour devenir des guerriers comme tout le monde. Puis quand King Vegeta se rend compte que Broly est plus fort que son fils Vegeta, il l'exile sur une planète lointaine où c'est qu'il n'y a presque pas d'habitants, mais des grosses créatures super dangereuses, pensant qu'il va mourir sur cette planète-là. Il n'aura pas le temps de devenir assez fort pour... Exactement. Fait que son père, le père Broly, part à sa recherche en emmenant un genre de Saiyan un Saiyan non guerrier, là, un technicien sur le spaceport, là, sur un des techniciens qui s'occupe des vaisseaux des Saiyans. Mm-hmm. Puis il part à la recherche de son fils, puis il se crache sur cette planète-là. Fait qu'il n'y a pas de moyen de partir à sa recherche. Mais parce que quand le technicien veut envoyer un signal de détresse, ben, il tue le technicien pour pas que le roi Vegeta le retrouve, puis il décide d'entraîner son fils pour devenir le plus grand guerrier que l'univers aura jamais connu. Puis un jour, il va trouver un vaisseau qui va venir, puis il va détecter sa force à cause puisqu'il a appris la présence des scouters. Mais c'est un bon combattant, le père de Broly, assez pour être un bon formateur? Ouais, c'est ça, dans le fond, c'est un des... Non, c'est un genre de... au niveau de Nappa, si on veut. Là. Okay. C'est un des grands généraux de son armée, puis son fils est vraiment fort, fait que lui s'attend qu'il va qu'élever, puis mais là, le père Vegeta a trop peur, fait qu'il exile son fils. Exact, fait qu'il avait la capacité de l'entraîner. Exactement. Puis parce que lui, il venait de voir, les Saiyans venaient tout juste d'avoir les scouters, fait qu'il sait qu'avec les scouters, ils vont être capables de détecter la force de Broly, donc il sait un jour, s'il est assez fort, les Saiyans vont venir, il va être capable de se faire sa revanche, parce que les scouters viennent d'être offerts aux Saiyans par le père de Frieza, King Cole, parce que on voit l'intro, c'est que King Cole vient présenter Frieza à King Vegeta, qui est son tout jeune fils qui vient de prendre possession de l'Empire, parce qu'il est en train de déléguer des planètes à son fils, il est en train de faire le legs de son Empire à son fils Frieza, qui est un prodigue de combat à ce moment-là. Fait que, tu sais, il n'y a même pas son armure telle qu'on la connaît à ce moment-là, puis il donne, voici votre nouveau maître, c'est Frieza qui va diriger les Saiyans à partir de maintenant, puis en guise de
cadeaux, il donne des scouters, puis il montre comment ça fonctionne aux Saiyans, les scouters. Ça, c'est quand même important parce que c'est un peu un retcon là, de l'histoire passée qu'on connaît de Dragon Ball Z. Ceux du monde ont écouté les Dragon Ball Z, les animes. C'est pas tellement comme ça les scouters avaient été donnés, mais bon, là, officiellement, c'est l'histoire de Toriyama. Fait que la nouvelle version de Toriyama, c'est que les scouters ont été offerts au moment que Frieza a pris le leg de commande des Saiyans. Puis lui, il y a une philosophie un peu plus raide que le King Cole. King Cole laissait King Vegeta diriger un peu les Saiyans, tandis que Frieza a d'avoir une main plus militaire, une main plus dure en partant. Mais lui, il y a toujours un beef contre les Saiyans. Hein. Ouais, exact. Fait que à cause de la légende qui traîne. Sur le fait, on voit aussi le père de Shangoku, tout jeune, qui est Bardock, effectivement, avec son look de Dragon Ball Minus, qui, lui, revient de mission, puis il va voir sa femme, puis il y a un mauvais feeling à propos de Frieza, parce que là, c'est 5 ans qui se passent, Frieza, ça fait une couple d'années qu'il dirige, puis il voit que là, ça va pas bien, fait qu'il prend l'initiative de prendre Shangoku, qui est tout jeune, qui vient de naître qui a 3 ans, qui vient pas de naître justement, qui a 3 ans, c'est un peu différent de l'histoire originale que Dragon Ball nous a raconté. Il le met dans une capsule, puis il l'envoie sur la Terre pour le sauver, parce qu'il sait que Frieza, il y a de quoi qui va se passer, puis qu'il va éliminer les Saiyans, il a un mauvais feeling, fait qu'il demande, il a comme réussi à convaincre sa femme de faire ça. Puis, il lead la rébellion. Il veut leader une rébellion contre Frieza. Fait qu'il décide d'envoyer son fils sur une planète éloignée où c'est qu'il n'y a pas beaucoup de force, où c'est que les humains sont reconnus pour être relativement gentils. Ils ne sont pas galactiques. Domination. À part si tombent sur les mains d'un Hitler de notre Terre, là, mais peu importe. Ils sont pas un threat au niveau galactique. Exactement. Fait qu'il décide d'envoyer son enfant là à 3 ans, qui est un peu un retcon, comme je disais. Mais puis après ça, mener la rébellion qui fail. Puis on voit la même façon Freezer détruire la planète de Vegeta la journée même que Shangoku est envoyé sur Terre. Fait qu'on pendant ce temps-là, Vegeta, Raditz, Nappa, on voit des images d'eux qui étaient présentement en mission quand ces événements-là arrivent, qui est un peu l'histoire originale. Fait qu'ils n'ont pas fait un retcon majeur, sauf au niveau des âges de Shangoku et Vegeta un peu. Okay. Donc ça, c'était la prequel. Puis pourquoi que Frieza, dans le fond, il y a un ancien membre de la Galactic Patrol qui a rejoint l'armée de Frieza, qui tombe sur la planète où c'est que Broly puis son père étaient depuis les 20 dernières années. Puis il rencontre, il descend puis il retrouve Broly qui eux amène à Frieza à cause de sa puissance qui est dans le fond, que le père Broly sait, fait qu'il veut l'amener, le présenter à Frieza pour lui avoir sa revanche contre Vegeta, le prince Vegeta 4. Ouais. Donc c'est un peu ça la prémisse du film pour avoir 1 heure de combat fantastique à l'écran. Là. C'est 45 minutes là, de combat de Vegeta qui pète la gueule à Broly. Broly qui réussit à comprendre comment affronter un Vegeta Super Saiyan God. Donc on voit Vegeta avec les cheveux rouges, donc même pas bleu encore. Okay. Le Broly base form affronter Vegeta puis réussit à comprendre comment utiliser sa force juste en base form, réussit à battre Vegeta. Shangoku prend le relais, l'amène jusqu'à se transformer en Super Saiyan bleu pour affronter le Broly base form, réussit à abattre Broly. Broly pas une rage à cause que évidemment Frieza le provoque un peu en tuant son père. Okay. Spoilers. Spoilers alert, mais là, c'est évident, là, c'est évident. Fait que le Broly se pète un plomb puis vire en Super Saiyan vert. Légendaire. Bon, la forme n'est pas encore claire, elle n'est pas nommée dans le film. Okay. Mais qui est un combat incroyable qui amène Vegeta puis Shangoku à faire la fusion. Parce qu'il est tellement hors de contrôle que même Frieza n'a pas le choix de s'allier à Shangoku Vegeta pour affronter Broly pendant 1 heure pendant que Vegeta et Shangoku apprennent la fusion avec tel leur fils. Ils ne réussissent pas à la faire du premier coup, donc il la rate 2 fois avant de devenir le vrai Gogeta qui finit par se transformer en Super Saiyan bleu et faire un Final Kamehameha des plus merveilleux sur
sur notre ami Broly. Mais l'histoire de Broly aussi, c'est qu'on voit qu'il est pas tellement méchant, puisqu'à travers là, son voyage, tu vois qu'il est contrôlé par son père. Il a réussi à faire une amitié avec l'ancienne Galactic Patrol qui a rejoint l'armée de Frieza. Puis, tu vois qu'il est pas tant méchant. Là, même que lui, sur sa planète, il s'est fait un ami avec le gros méchant de la planète, qui est un genre de géant vert avec des grosses oreilles vertes. Okay. Un peu à la Shangohan avec le T-Rex ou avec le Lynx de Shangoku. Il a réussi à se faire un ami avec le gros géant. Puis, c'est son père qui l'a tué. Puis, il a tué puis déchiré son oreille parce que lui, son père voulait utiliser ce gros méchant-là pour entraîner Broly. Fait que, mais à force de s'entraîner ensemble, le méchant, la grosse créature, puis Broly sont devenus des amis. Le père a fini par le tuer pour provoquer Broly, pour s'entraîner encore plus fort. Fait que comme tout père ferait. C'est la grosse affaire verte qu'il y avait autour du corps qu'on prétendait être une queue ou whatever, une armure. Non, c'est juste l'oreille de son meilleur ami, le gros méchant, qui a mis autour de sa taille. Non, c'est ça. Fait que Broly, tu sais, à part quand il est enragé, il est quand même gentil à dents. Tu sais, c'est un bon Saiyan parce qu'on, c'est comme Bojack, que j'allais dire. Bojack, ou ben, tu sais, comme plusieurs Saiyans sont, comme la mère de Shangoku, sont pas tous méchants, les Saiyans, comme Vegeta ou Nappa, ou ils ont pas tous une mauvaise attitude en soi. Là. Puis on voit que Raditz est tout de suite averti aussi que Shangoku est porté disparu, puis que son père a mené une rébellion. Tu sais, Raditz est tout de suite... Parce qu'il y a des communications qui sont envoyées à Vegeta. Puis, là, il se positionne contre ça pour se coller sur Vegeta. Exact. Ils sont partis, c'est pas grave. La comète, parce que c'est vraiment une comète qui est donnée comme excuse pourquoi que la planète de Vegeta est explosée. Il y a plusieurs Saiyans qui sont partis. Fait que Raditz, c'est pas grave, on va le laisser partir. Fait que c'est comme si la rébellion était connue, mais c'est la comète qui a pété la planète. Fait que, c'est pour ça que Shangoku est comme... un peu rejeté de Raditz, Vegeta, Nappa, etc. C'est parce qu'il est comme son père qui l'avait sauvé, puis c'est pas le prince Vegeta en veut. Fait que c'est un peu ça va rechercher l'histoire de Dragon Ball Z comme ça. Fait que non, un asti de bon film de Dragon Ball, le meilleur film de Dragon Ball, on s'entend. Il va falloir que je te donne charge ça. Une meilleure de Super assurément, meilleur que Battle of God puis Resurrection of F, c'est sûr. Dans toutes les Dragon Ball, c'est un des top 3, c'est sûr, meilleur film de overall de Dragon Ball. Puis c'est le premier film qui est canon, à part Battle of God, Resurrection of F, qui est un film canon à une série d'animes, au moins canon présentement au manga, parce que les mangas en font référence dans la nouvelle arc. Fait que... quelle note tu donnes sur combien de Dragon Ball? Le scatter? Ouais, ok, c'est More than over the 1000! Bon, on va coter ça, on va mettre la vraie cote pour pas briser les speakers de personne. Ouais. Fait que... Sinon, j'ai écouté Highlander, mais ça, c'était mauvais en tabarnak. Rétro review. Un rétro review. Mais moi, j'étais un fan de l'univers de Highlander. Ouais, c'est malade, mais le premier film, pas tellement bon, puis le deuxième, fucking mauvais. J'ai écouté les deux premiers. Je me souviens à peine de l'univers, je te dirais. Je me souviens des grandes lignes de l'univers, là. Mais là, je me suis retapé un premier film qui est en rétro review, qui est un film un peu poche d'action. Il y a comme 3 combats. Les 3 combats sont mal scénarisés, ils sont pas super rapides. D'un, Christopher Lambert a l'air d'un agresseur sexuel contre un autre agresseur sexuel style rocker, là, en dire en partant. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté Highlander 1, c'est la vision en parallèle de Connor McCloud, du clan McCloud. Tu me parles tout le temps, ouais, c'est beau, j'ai compris ton nom. On voit sa vie, comment il a appris qu'il est un Highlander, un immortel. Puis on voit sa vie actuelle en 1986, où c'est qu'il est en train il retombe en amour, puis il affronte un de ses ancêtres, un de ses némésis du passé, dans le temps qu'il était dans la guerre d'Irlande, où c'est qu'il a perdu quand il a perdu la vie sur le terrain, c'est contre lui. Parce qu'un Highlander, il faut qu'il perde la vie avant de devenir immortel, avant d'avoir son quickening qui appelle son éveil. Tant qu'il garde la tête. Tant qu'il garde la tête. Puis dans ce combat-là, après ça, une fois qu'il
il redevient en vie, il est comme rejeté par son village, puis fuck, ça se peut pas qu'il ait un esti de mort vivant, what the fuck is happening? Fait qu'il est rejeté, fait qu'il part lui-même, il s'exile avec sa femme de l'époque. Puis, quelques années après, 5 ans après, il se fait... Il y a un guerrier à cheval, un genre d'Espagnol qui vient le rencontrer, puis il apprend que, qu'est-ce qui s'est passé, c'est un quickening, t'es un Highlander, t'es un immortel, puis il finit par dire, tu peux pas rester avec ta femme, elle va vieillir, mais finalement, Connor McCloud, il décide de rester avec sa femme, puis il vit le reste de la vie de sa femme, juste à temps sur son lit de mort, lui il vieillit pas, tu sais. C'est un peu le pouvoir. L'Espagnol l'avait comment, là? Sur Facebook, qu'est-ce que... Non, parce que les Highlanders ont tout un sens, ils se ressentent entre eux là, de loin, okay. Fait qu'ils sont toujours attirés par eux, fait que lui particulièrement, pourquoi on va l'apprendre dans le deuxième film des Highlanders, mais lui c'est un des Highlanders très importants, puis lui il est sans de loin, fait qu'il lui essaie de les rencontrer tous les Highlanders pour dire hey, t'es un Highlander, puis lui il veut que tout le monde soit gentil. Fait que, oui, mais faut pas, il peut y en avoir qu'un. À la fin, il ne peut y en avoir qu'un. À la fin, c'est ça. Fait que comment ça s'appelle? C'est toute amitié entre Highlanders, c'est tout le temps louche parce que tu vas être forcé. C'est ça, exact. Un jour, c'est ça. Fait que dans le fond, le film finit que le film commence dans avec une scène où c'est que Connor McCloud se fait interroger par la police, puis il y a eu un meurtre dans l'arène de lutte. Qui va être mon segway plus tard parce qu'il a écouté Wrestle Kingdom 13 ce matin à 4h du matin. Mais c'est ça commence dans un aréna de lutte, c'est qu'il y a un meurtre dans le stationnement, c'est quelqu'un qui s'est fait couper la tête à cause qu'il porte le même nom que que Connor McCloud utilise pour son identité. Fait qu'il se fait couper la tête. Fait qu'il se fait interroger pourquoi t'as un Nash, un tel Nash fait couper la tête. Puis là, c'est quand c'est une joke. Puis là, la police dit shoot, t'es une tapette. Puis tu voulais te faire sucer, puis mais tu voulais pas payer. Fait que tu t'es fait couper la tête. T'sais, déjà en partant une scène de faguette, là, en partant. Une bonne joke, c'est gros un peu, là. Ok, moi, je suis un détective de la police, là. Puis la raison pourquoi il y a un meurtre d'un gars dans le parking. Il y a une tapette qui voulait se faire sucer par le gars, puis voulait pas payer, puis voulait pas dire que t'as une tapette, fait qu'il a coupé la tête. Ouais, ça fait 86. Ouais, déjà en partant, c'est louche comme intro. Là. Pourrait rééditer juste le texte. Fait que là, il utilise une spécialiste des sables, là, puis pour identifier qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a des débris de sable. Puis elle se rend compte qu'il y a un des sables, le combat qu'il y a eu dans le parking, parce que Connor McCloud s'est battu contre ce gars-là, puis il y a un débris d'épée, puis elle se rend compte que ce débris d'épée-là vient d'une épée qui devrait pas exister. En tout cas, il est daté de telle date, mais ça devrait pas exister. Fait que là, quand elle s'est interrogée, puis là, qu'elle tombe en amour avec Connor McCloud de cette façon-là, à travers l'histoire. Puis ça finit que le même qui a tué son maître, l'Espagnol que je te parlais tantôt à l'époque de son training, le même monsieur qui a violé aussi sa femme à l'époque, il l'affronte dans le temps présent parce qu'il a pris en captivité, il a capturé sa nouvelle blonde, pensant que c'était sa nouvelle blonde. Okay. Puis il finit par se battre sur un toit d'édifice à New York. Fait que c'est un peu ça l'histoire du film. La big fight de la fin. Puis la fille est sauvée, tout le monde vit bien jusqu'en 1999 où c'est que la couche d'ozone est percée. Ça, c'est l'histoire du deuxième Highlander. Puis le deuxième Highlander commence en 2024 où c'est que ça fait 25 ans que l'humanité vit sur en dessous d'un shield parce que la couche d'ozone est percée puis que toute l'humanité va mourir. Je ne me souvenais pas de ça. Non, toi non plus, hein? Un gros message écologique dans le 2, mais le film est mauvais. Donc, ça commence avec une scène de 5 minutes à l'opéra avec une... Tout pour endormir quelqu'un. Tu écoutes Highlander à 10h, j'ai écrit, j'appelle, je vais pouvoir écouter un film à Highlander, du monde qui font couper la tête, j'ai pas d'enfant, partir ça. Ouf, un film de 5 minutes en partant avec une tonne d'opéra, ça t'a cassé 2 jambes en partant. Ça m'a cassé 2 jambes en partant, là, tu sais. Puis là, tu vois un vieux Connor McCloud à la fin de sa vie, en 86, c'était jeune, mais là, en 2024, même un Highlander, ça vieillit. Là. Mais donc, on apprend que l'Highlander, pour garder sa jeunesse, ça doit couper la tête des autres Highlanders. C'est pour ça qu'ils sont attirés un vers l'autre. C'est pour
pas qu'ils soient tous amis. Là, à un moment donné, même si t'en tues pas, il faut que tu... C'est pas canon, ça, je pense, à un moment donné, quand ils refont l'univers de en tout cas, c'est dans le que deuxième. Là. Mais ce qui est encore plus fucké, c'est dans Highlander 2, c'est que t'apprends c'est quoi les Highlanders? Pourquoi sont immortels? Ouais. T'en souviens pas c'est quoi? C'est dans le fond, ça se passe dans un passé lointain où c'est qu'il y a des races qui ont des fusils puis des épées qui sont en guerre, puis eux font Connor McLeod puis l'Espagnol font un crime de guerre. Puis ils sont envoyés dans un futur lointain avec des pouvoirs, parce qu'eux, ils ont des pouvoirs magiques. Là. Fait que sont envoyés dans un futur lointain dans un jeu. Puis le jeu, c'est quand tous ceux qui sont prisonniers, il faut qu'ils s'affrontent pour qu'il en reste juste un à la fin. Puis lui, à la fin, il va avoir la décision. Est-ce que tu veux rester dans ce temps virtuel-là ou tu veux revenir avec nous autres, être libre dans notre univers à nous autres? Oh, tabarnak! Moi, je préfère la série télé. Là. Ouais. J'ai écouté les deux premiers, ce qui est l'origine des Highlanders, c'est la base. Là, mais ça doit tout prendre la barre avec le troisième. Parce que le troisième, faudrait que je réécoute le troisième qui est Endgame. Donc le même nom que Avenger Endgame. C'est que Highlander 3, ça s'appelle Endgame. Fait que c'est le prochain film que je vais me taper. Là. Bonne chance pour ceux qui vont faire ça. Parce que c'est pas les meilleurs films ever. Je me demande, c'est tough. Ils sont rendus à 5 films, je pense, total, tout 5-6 films. Ils en ont fait un en 2000 aussi, puis un en genre 2007 aussi, je pense. Fait que, non, Highlander, ça a fait partie de mes vacances dans des fêtes aussi. Bon, il y a du monde qui écoute le sapin des boules, toi, c'est Highlander. Ouais, c'est la même affaire, du monde coupe des têtes, des sapins des têtes. Hein? J'ai manqué le bout des têtes dans le sapin des boules, mais bon. Les sapins. Je sais qu'il y a un chat qui crève. Ah oui, aussi. Et il brûle. Ouais. Fait que, non, ça. Parlant de lutte, ça, je te disais, ça commence dans une arène de lutte, j'ai écouté Wrestle Kingdom un matin. C'était genre à 2h du matin que ça commençait, là, je me suis réveillé faire pisser le chien. Wrestle Kingdom? Ouais, c'est le WrestleMania au Japon. Donc, c'est le New Japan Pro Wrestling, NJPW, qui organise un événement. C'est la plus grosse fédération de lutte à part la WWE. Puis, ils font un événement style WrestleMania qui dure, mais là, cette année, 4 heures. Là, ils sont rendus à leur 13e. Puis c'était la plus grosse carte ever. Puis il y avait comme les 3 derniers combats que je voulais écouter. Là, je me suis réveillé à 4h du matin pour aller faire pisser le chien. Le chien gossait, genre, ah ouais, c'est vrai, ça doit pas être fini sur le Japon. Tac, pars ça. Je tombe genre sur les 4 derniers matchs. Un match, bon, c'est correct, je pars ça, je me fais un petit café, tout ça. Bizarre, là, tu fais un café, écouter de la lutte le matin. Moi, ce qui est bizarre, c'est que tu sors le chien à 3h du matin, tu as un flash de la lutte à l'autre bord à 4h du matin, puis tu te fais un flash. Il y a de la lutte l'autre bord de la terre, man. Je pourrais écouter ça live. Moi, ça me fait. Je te garantis que ça m'arrive pas. Je trouve le stream HD, je mets ça sur ma TV HD, man, avec mon café un matin. Je pars avec le match, je tombe sur le match de Okada, donc un des meilleurs lutteurs qui était son match là, j'étais comme j'écoute ça. Après ça, le match que je voulais pas rater, c'est le match de Chris Jericho qui se battait, tu sais, qui est le Intercontinental de ce ligue là, c'est Chris Jericho présentement, il fait des apparitions assez pas souvent. Ben, il y a un groupe de musique. Il y a un groupe de musique aussi, Fuzzy, encore, qui roule encore pas mal en Amérique, là, mais lui, il fait souvent des voyages dans toutes les ligues un peu hors Amérique, là, parce qu'il respecte Vince McMahon, sauf l'année passée qu'il a fait une apparition à All In. Il a jamais osé, pas dans le temps de WCW, il a toujours travaillé pour Vince McMahon. Mais là, il y avait un match cédulé à Wrestle Kingdom 13, puis moi, c'est le match que je ne voulais pas rater. Puis, comme de fait, il a perdu le match, mais je m'en attendais, là, parce que là, comme je vais parler tantôt, il y a une nouvelle organisation de lutte qui a été formée, puis d'après moi, Jericho va signer avec eux aussi. Là. Il a perdu son titre, mais le match, c'était un genre de 4.75 sur 5. C'était un asti de bon match. Okay. Après ça, il y a eu une match le main event, c'était Kenny Omega contre Takahashi, qui est Kenny Omega, c'est le meilleur lutteur de la planète présentement. Là. Puis il a livré un match, un 5 étoiles sur 5. Là. C'était tout qu'un match de lutte là, pour in-ring, puis l'histoire. Puis en tout cas, Kenny Omega, il a perdu parce que lui aussi, on prétend qu'il va signer avec cette nouvelle organisation de lutte là, qui est aux États-Unis. Là. Fait que non, c'est tout qu'un événement de lutte. Là, un des meilleurs événements de lutte c'est le meilleur de 2019. Il n'y a rien de la WWE. Il n'y a pas eu d'événement encore. Il n'y a pas eu en 2018. Là, mettons ce qu'on pense qu'il y a eu en 2018. Non, WWE, il n'y a aucun produit de la WWE qui a battu ça. Là. C'est de 2018. C'est que la lutte est trop convenue, la technicité de la lutte dans WWE. C'est juste qu'ils sont pas assez poussés, ils sont pas assez bons, c'est quoi qui c'est juste qu'on pas Non, mais dans un, sont PG, sont hors général, donc tu peux pas faire. C'est pas le cas dans New Japan Pro Wrestling ou dans Impact ou dans Ring of Honor, là, les plus grosses ligues.
Puis ils sont des mauvais scripteurs, je pense, d'histoire aussi. Tu sais, l'histoire, c'est les mêmes histoires qu'il y a 6 ans avec remâché, tandis que les autres, ils ont des histoires un peu plus glorifiantes. Les histoires sont construites sur un an. Ils font des scripts d'un an, tandis que la lutte, c'est des scripts qu'à chaque semaine, ils recommencent à nouveau, des nouveaux scripts, des nouveaux scripts, des nouveaux scripts. Fait que l'histoire est plus comme ça dans le WWE, tandis que l'histoire est mieux construite à long terme. Il y a moins d'événements aussi, tu sais, dans New Japan Pro Wrestling. Ils vont chercher des contrats, mettons, de 6 matchs pour Chris Jericho. Tu as 6 apparitions dans cette année, tu sais. Ils vont chercher, il y a des rumeurs que Brock Lesnar, ça se peut qu'il y ait avec la New Japan Pro Wrestling ou bien la nouvelle fédération de lutte qui va arriver parce que c'est le genre de contrat que Brock Lesnar ferait. Tu sais, tu fais une apparition, 6 mois, tu peux t'es ailleurs. Tu as peut-être fait ça le négocier avec Vince McMahon pour ce MMA. Ouais, puis Vince McMahon, en WWE, ils ont tous les contrôles sur les personnages, c'est eux qui décident qui tu vas être, c'est quoi les scripts, c'est quoi tu vas dire, etc. T'es pas un créateur, tandis que dans les autres ligues, c'est toi qui crée ton personnage, c'est toi qui fais tes scripts, c'est toi qui fais tes affaires. Fait que ça fait le monde, les lutteurs sont plus investis dans leur personnage souvent, fait que ça fait des meilleurs combats. Puis aussi, c'est côté technique, la WWE, ils sont très, moi j'aime ça, les gros personnes bâties avec des gros muscles. Il y en a zéro, là, en Wrestle Kingdom, le plus gros, ça devait être Kenny Omega à genre 6 pieds, genre un peu à la taille de Stone Cold, c'était le plus gros, là, Fait que, il n'en a pas ben de gros lutteurs, ça fait des matchs plus spectaculaires, plus acrobatiques, souvent. Le seul défaut à ça, des fois, ça ressemble à des matchs ben trop synchronisés, là, ça ressemble quasiment à de la lutte synchronisée. C'est une chorégraphie des fois, ça fait des matchs, il y a 2-3 matchs, c'est ça que j'ai pas aimé, là, j'ai réécouté les highlights des autres matchs, comme, le gars, il l'attend genre 5 secondes, des affaires de même. Mais ça aussi, ça arrive dans la lutte, là. Mais tu sais, laissez-moi moins spectaculaire. Fait que non, pour ça, c'est pas. Fait que non, c'était un assez bon événement. Puis en 2019, mettons, tous les événements de la lutte en général de 2018, il y a NXT dans le WWE. Là. Je dis que la WWE, c'est de la merde. C'est genre Raw, SmackDown, c'est de la merde. Mais tout ce qui est NXT, qui est le Raw Roster plus recru de WWE, ils ont fait des hosties de bons shows l'année passée, meilleur que ça. Okay. Wargame, entre autres. Le Wargame 2 l'année passée, c'est le meilleur événement de lutte de la WWE. Puis juste pour l'événement final, c'était genre un Wargame, je sais pas c'est quoi, c'est comme 2 rings jumelés ensemble avec un gros Hell in a Cell autour de ça. Okay. Puis il y a 2 rings, puis il y a 2 équipes qui s'affrontent de chaque bord. Là. Mais tu sais, c'est vraiment bien fait. Là. Donc quand je colle les 2 litres de mes filles, dans le fond. Ouais, c'est ça, mettons. Mais tu sais, ils ont réussi à travers un combat de lutte de te raconter une histoire. C'est un Undisputed Era contre les Outlaw Warriors, j'allais dire, mais je m'en souviens plus c'est quoi là, en tout cas, des gens de guerriers irlandais là, de NXT. Mais ils ont vraiment raconté une histoire, c'est que les Heels ont gagné, mais juste une image, c'est qu'ils sont genre 4 face à face pendant le combat. Là, ça avait pas de l'air synchronisé. Là, genre, il y en a un qui a mangé un coup, tout le monde avait mangé un coup, ça donnait de même, mais c'était bien fait. T'avais l'air d'un vrai combat, d'une vraie guerre, de tranchées, genre, avec du monde qui veut se battre, Street Fight, là, c'était bien fait, là, ça ressemblait à Attitude Era dans le temps, là, fait que tu fais comme, c'est cool, là, t'sais. Mais cette année, à date, ça va être tough à battre. Ils mettent un standard 2019 très haut, la New Japan Pro Wrestling avec Wrestle Kingdom 13, là, si la lutte, le WWE ou ben AEW, la nouvelle organisation faite par Cody Rhodes qui fait partie de Wrestle Kingdom aussi. Là. Ils viennent de fonder une nouvelle fédération de lutte qui faisait partie de mes prédictions 2019 quand je les ai écrites. Mais bon, ça a été officialisé le 1er janvier 2019. Ils ont créé une nouvelle fédération de lutte qui va se dérouler aux États-Unis, qui vont le All-In de l'année passée. Ça s'appelle Double or Nothing. Donc, qui est ou double, si on veut, en français. C'est le nom de l'événement de la AEW, qui a été fondé par les Young Bucks, puis Cody Rhodes, qui est des gros lutteurs indépendants. Et ça a l'air que Jim Ross, l'ancien ring announcer, là, Jim Ross, lui qui était ami avec Stone Cold, va participer à ça. Il y a Chris Jericho, Kenny Omega, des grosses marques comme quoi AJ Styles présentement qui est dans le WWE, son contrat finit là, puis il se re-signerait pas pour la WWE, puis il rejoint eux parce que AJ Styles, il n'y a aucune. Lui, c'est un gars qui aime ça, faire son personnage, faire ses propres affaires, puis il n'y a pas de contrôle sur la création. Ça va faire mal à la WWE. Une grosse fédération indépendante, donc il y a la Ring of Honor qui est sur un downfall présentement parce qu'ils ont perdu tous leurs bons lutteurs.
par le WWE, puis que pendant un bout, la Ring of Honor était forte aux États-Unis, mais c'était plus fort au Canada, parce que c'est beaucoup des Canadiens qui sont là-dedans. Là, c'est un peu moins fort présentement. Impact, ils viennent sont en presque faillite là, présentement. Ils ont trop dépensé, trop signé des gros contrats, ils ont perdu de l'argent. Il y a des gros noms qui ont, genre Bobby Lashley, il est retourné à la lutte à WWE, dans le fond, de WWE. Fait qu'eux sont comme plus, ils se sont fait acheter par un nouveau président. Puis la nouvelle AEW, c'est un multimilliardaire, c'est le président des Jaguars de NFL. Okay, fait qu'il est proche parfond. Il est 2 fois plus riche que Vince McMahon, dans le fond. Je te revends crédit. Il pourrait acheter la WWE, puis Vince McMahon, c'est comme... Pourquoi pas, lui, il partirait sa XFL de toute façon, c'est une affaire de même. Fait que, en tout cas, il y a des grosses affaires qui se brassent dans la lutte cette année, en 2019, avec la création de ça. Là. Mais justement, j'ai 2 choses à faire. Là. Mon dossier cette année, hein, mon épisode, on commence le vrai épisode, là, mon dossier. 2018, j'avais fait des prédictions dans la lutte. J'avais fait des prédictions. T'es excité? Ah, des prédictions? Non, pas tant. J'avais prédit... le regard pétille. En début janvier, on avait fait notre premier épisode, j'avais fait des prédictions pour 2019. J'avais dit que Ronda Rousey allait arriver dans la lutte. C'est arrivé en tabarnak, elle est devenue championne. Mais j'avais dit qu'elle allait avoir une histoire avec les Four Horsewomen, mais finalement, ça s'est pas passé comme ça en soi. J'avais dit que Taker contre Cena allait arriver à WrestleMania puis ça allait starter au Royal Rumble. C'était pour moi, c'est exactement ça qui est arrivé. Bon, l'histoire était de la merde jusqu'à WrestleMania. J'avais dit que Reign allait ramasser le title, ramasser le titre à Lesnar à Mania. Finalement, non. Lesnar est encore à la lutte 1 an après. C'est assez incroyable quand même pas été dans l'UFC. Angle contre Jordan, son fils illégitime, son faux fils illégitime. Non, c'est pas arrivé pendant tout. L'histoire était nulle part finalement. Non, Jason Jordan s'est blessé comme une semaine après que j'avais prédit ça. Puis il est pas revenu encore dans la lutte avec genre une grosse opération. Okay. Après ça, The Bar, je pensais que ça allait finir parce qu'il y en a un qui était supposé se faire opérer dans le cou. Finalement, non. C'est l'un des plus gros tag teams de l'année dans WWE présentement. Okay. Strowman, je pensais qu'elle allait devenir la plus grosse star de la lutte. C'est arrivé carrément. Sauf que là, il est blessé. Puis Elias, je pense qu'il allait devenir une big star. Il vient tout juste de commencer à être pushé 1 an après. Là. Ça fait 1 mois qu'il est pushé un peu. Fait que Strowman, je me suis pas trompé. Elias, pas encore. Mais il est mal pushé présentement. Fait que je pense que ça va marcher. Et Kenny Omega à WWE, c'est pas arrivé non plus. Non, Kenny Omega à WWE, c'est pas arrivé. Tu penses que lui, il a plus de chances d'aller dans le EAW? Ouais. Ça. Sinon, j'ai des Awards 2018 aussi, de la lutte. Ça, je me suis fait les awards qu'on a au DevMaster, genre Wrestling Observer, c'est un genre de magazine ou un show de radio qui fait des prédictions. Puis il y a des awards qui sont donnés à chaque année. Puis j'ai décidé de faire les miens aussi. Okay. Fait que 2018 aussi, c'était quoi? C'est pour le moins bon annonceur TV. Michael Cole, c'est lui qui anime qui est l'annonceur de Raw présentement. Puis c'est dans l'attitude des Raw, c'est un genre de... c'était un intervieweur, là, lui qui est backstage, là, c'était Michael Cole. Il est rendu, il a pris la place de Jim Ross, mettons. Là, c'est le main announcer, là, puis il est crissement pas bon. Là. Genre c'est key phrase, genre quand telle fille arrive, c'est The Boss, tu sais, genre les astis de key phrases toutes pré-mâchées tout le temps, là, c'est que ça m'énerve. Il est pas naturel, là, tu sais, il y a rien de naturel. Tu sais, Jim Ross, puis King Lawler était naturel, il se trompait, c'est des gaffes des fois, mais c'était plus naturel comme discussion. Comme là, c'est tout du pré-mâché, il suit le script, tu sais, c'est comme trop... Sinon, mais le meilleur, c'est lui qui est à côté de lui. Adam Graves, qui est un ancien lutteur qui participait au show TV là, Tough Enough pendant un bout, là, mais il est devenu un ring announcer, puis il est drôle. Là, il a de l'air improvisé même des fois. Il lâche des gags sur le fly. Okay. Lui, j'espère qu'ils vont lui donner plus de place côté TV, là, parce que 3 heures de lutte, il faut que tu aies quelqu'un qui sait parler pour animer ça un peu. C'est qu'il faut trouver quelque chose à dire. Hein? Le best non-wrestler, dans le fond, la meilleure personne qui est pas un lutteur, non-lutteur. En passant, moi, j'ai fait ces awards-là sur la lutte que j'écoute, moi. Donc, Raw, SmackDown, un peu d'NXT, un peu de New Japan Pro Wrestling, un peu de Ring of Honor, un peu d'Impact. C'est un peu ça que j'écoute. Pas beaucoup de lutte québécoise là-dedans. Mais sinon, ça. Fait que best non-wrestler, Paige, elle qui a
pas eu le choix de prendre sa retraite. Il y a un film qui sort sur elle cette année, Fight My Family. Paige qui a pas eu le choix de prendre le rôle de GM. Puis malgré que c'était fucking mauvais son rôle, a quand même été capable de faire des gars qui traversaient le 4e mur. C'est-à-dire dire oui, mon script c'est de la merde, puis tu sais, checker dans mon acting à quel point que je trouve que mon script c'est de la merde. Okay. Fait que à travers ça, je suis capable d'apprécier son jeu à elle. Elle reviendra jamais à la lutte, Parce que il y a des rumeurs comme quoi qu'elle lâcherait le WWE pour aller ailleurs, mais dans le WWE, c'est comme Daniel Bryan à l'époque, ça a pris 4 ans avant. Ça a pris 4 ans, il a fait tous les médecins de la planète pour dire, eux, la lutte, veulent pas qu'il y ait d'accidents qui arrivent live sur la TV parce que c'est PG, c'est pour les jeunes. Fait que s'il arrive de quoi, genre à la Owen Hart, là, sont faites. Là, fait qu'ils osent pas la faire lutter à cause qu'elle a des problèmes pas à la colonne vertébrale, là, mais dans le haut de la colonne vertébrale, les vertèbres cérébrales. Ouais, cervicales. Fait que c'est très dangereux si ça arrive un mauvais coup. Mais c'est comme Daniel Bryan, la même affaire. Là, puis présentement, il est dans le WWE. Fait que sinon, le moins bien utilisé, Kevin Owen. Asti, c'est terrible. Asti, c'est la est-tu blessé en ce moment? Ouais, présentement, il est blessé. Il est à veille de revenir. Mais il a été présent toute l'année en WWE, sauf les 2 derniers mois, peut-être. Prédiction Kevin Owen à la EAW. Ah, ça se peut, sérieusement. J'aimerais ça. Ça serait juste bon pour sa carrière. Parce que présentement, c'est le chien de Vince McMahon. Il y a une mauvaise. Ils veulent mettre Strowman comme. Pourquoi Strowman il est devenu hot en 2018, c'est à cause de Kevin Owen. Ils l'ont crissé dans le feud avec Braun Strowman. Dire Owen fait le heel, mais genre qui est cave, qui reçoit tous les coups, qui gagne jamais, fait qu'il a pas gagné de l'année. Il a tout le temps été je voulais faire promouvoir tel autre Bobby Lashley, je vais te mettre contre Bobby Lashley. Bobby Lashley a fait une histoire contre Kevin Owen, même Sami Zayn. Je crois même Kevin Owen puis Sami Zayn, c'est les moins bien utilisés par la WWE présentement. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage en tabarnak. Mais là, ils sont allés d'en revenir. Les deux sont blessés. Ils se sont blessés quasiment en même temps. Okay. Fait que là, ils vont revenir en début 2019. J'ai hâte de voir s'ils vont être des heels. Là, présentement, la vidéo promotionnelle qu'ils annoncent sont présentées comme des heels. Sami Zayn un peu moins comme un heel. Fait qu'on ne sait pas s'ils vont être tous les deux dans le même show encore. Fait que j'ai hâte de voir où ça s'en va. Okay. Mais l'année passée, c'était le moins bien utilisé. Le plus overrated, Roman Reigns. Bon, là, ça finit, là. La leucémie, on n'entendra plus parler. Ouais, non. C'est un bagarre, un peu plus. Je suis plus capable. Ça fait du bien. Il a besoin d'un break. C'est ça que c'est-tu ta résolution pour l'année 2019? Ça parlait moins de chambagarre, souhaiter des cancers au monde à la place? C'est pas bête, hein? Le monde serait plus à l'aise, je pense, que tu fais ça des cancers. Avec beaucoup de haine. Le stress. Dans le fond, j'ai juste à stresser le monde que j'aime pas, puis ils vont pogner le cancer, dans le fond. Je pense que tu penses bien fort à eux autres avec beaucoup de haine, là, tu peux induire un cancer. C'est moi qui vais stresser pour rien. Rookie of the Year. Là, ça, c'était difficile. Ronda Rousey qui a fait son apparition, tu sais, dans Grosse Ligue, tu sais, qui est Chris rookie puis elle est bonne en tabarnak. Mais tu sais, ils l'ont tellement mis devant le spot que je la considère pas comme une rookie cette année. Ils voulaient qu'elle réussisse, fait que ça. Ouais, c'est ça. La vraie rookie, c'est Matt Riddle. C'est un gars qui vient d'être signé par la WWE. Il est dans NXT présentement. Matt Riddle. Est-ce qu'il va avoir un rôle de Sphinx? C'est un ancien gars de la MMA, dans le fond. C'est un combattant de Mixed Martial Arts, mais tu sais, il a tellement son style unique. Il y a eu un peu comme Ronda Rousey qui a son propre style. Tu sais, il est arrivé à révolutionner le style de combat. Ben lui et tout, chez les gars, il va révolutionner comment que les combats vont se passer. Il y a vraiment un style différent de n'importe qui que tu as pu voir sur le ring. Là, tu sais. Fait que non, 2019, lui, c'est un gars à watcher. À vrai dire, je vais revenir tantôt, mais 2019, dans la lutte, c'est une année à watcher. Pour quelqu'un qui veut recommencer la lutte, je pense que c'est une bonne année à recommencer la lutte. Mais Matt Riddle, il est dans NXT, il va probablement se ramasser avec une des 2 grosses ceintures de la NXT, assurément. L'histoire de l'année, ça se passe, pas le choix de le dire, là, à NXT. Sinon, c'est une histoire sur 2 ans. C'est Gargano et Ciampa. Ça, c'est une histoire qui c'est 2 lutteurs qui sont
des top guys de la NXT, si on veut. S'ils étaient d'un tag team ensemble, qui étaient des face, s'ils étaient vraiment un tag team face au début, puis à un moment donné, Ciampa s'est blessé, puis quand il est revenu, il a trahi son Gargano, son chumé, puis il est devenu le best heel de la place, il a ramassé le titre. Puis l'histoire a duré depuis un an, puis de plus en plus, l'histoire est bien faite un peu à la Stone Cold The Rock dans le temps. Même si c'est une grosse histoire, ils font jamais de match répétitif, ils vont tout le temps chercher une coche de plus dans l'histoire. Le dernier show de l'année, ils ont fini, puis là, Ciampa, le heel, est allé aider Gargano à gagner un match dans un steel cage. En tout cas, puis il y a eu un face-à-face, puis là, tu sais, Gargano fait comme, ce que je viens de faire, là, tu sais, j'ai accepté son aide, là, fuck. Tu sais, il y a comme encore une coche de plus dans leur rivalité qui vient de s'installer. Fait que, sérieusement, j'ai écouté un review, c'est une des meilleures histoires que la WWE a jamais bâtie, là. Okay. À l'époque, il y a peut-être, à l'époque d'Hulk Hogan contre Ultimate Warrior qui avait été bâti de 1 an d'avance, c'est champion versus champion, les deux meilleurs lutteurs ever. Il y a Stone Cold The Rock, c'est une histoire qui était buildée up depuis tellement d'années. Là. Mais depuis cette époque-là, il n'y a pas eu de meilleure histoire de bâti, d'après eux. Puis, j'ai de la misère à dire que non. Là. Parce que moi, c'était une de mes résolutions l'année passée d'écouter plus d'NXT. Ça a été ma première année, c'est que j'ai écouté de la NXT aux 2 semaines à peu près. Puis c'est la meilleure lutte que j'écoute cette année. Okay. Ça a été de la NXT. Puis j'ai eu l'occasion de visionner ça. J'ai pas vu l'histoire qui était tag team à l'époque. Là. C'était plus l'année passée. Mais non, c'était vraiment... Je pense que ce changement d'écoute-là va s'accentuer cette année. Tu vas écouter encore moins de WWE. Je vais écouter moins de Raw, moins de SmackDown, puis plus de NXT, à vrai dire. Plus de... Puis AEW, si ça existe, là, genre un TV show, parce que présentement, ils ont juste un événement d'annoncer. Là. OK. Best Gimmick, ça, c'est la meilleure... nouveau personnage, si on veut, là, c'est Becky Lynch, pas un nouveau lutteur, mais elle a augmenté son personnage, la lutte. La WWE l'ont essayé de la rendre heel, la forcer d'être heel, mais le public n'a jamais embarqué. C'est un peu comme Stone Cold à l'époque. Il n'était pas supposé être un héros. Là. Stone Cold c'était pas supposé être un face. La lutte arrêtait pas de le mettre heel, puis faire des trucs contre la foule, mais la foule, ah non, t'es trop cool, je t'aime trop. Mais Becky Lynch, c'est exactement la même histoire. Puis elle a personnifié ça avec la gimmick de Man. Dans le fond, elle se présente comme le gars. Mais de Man, en voulant dire c'est la meilleure. Là, fait que même cette semaine à New Year's SmackDown, dans le fond, le SmackDown cette semaine, elle a affronté John Cena, en genre face-to-face, un peu à la Stone Cold versus The Rock. The Rock, le genre de babyface que tout le monde est plus capable de voir, mettons. Puis elle se présente, elle va-t'en, dégage, là, c'est moi la nouvelle vedette de la lutte à Star. Puis elle bave le monde, mais vraiment à la Stone Cold. Là, elle a un air de Stone Cold incroyable dans sa vibe. Moi, c'est ma personnage préféré présentement. Là. C'est The Man de Becky Lynch. Il est aimé, mais il est genre, depuis 5-6 ans, il est genre 50-50. Là. Tous les enfants, ouais, John Cena, never give up. C'est genre, c'est let's go, Cena suck. C'est ça, dans l'aréna, c'est ça que c'est depuis 5 ans. Là. C'est 50-50, le monde l'aime. Full ou le monde le déteste complètement. Okay. Puis tu sais, c'est la phase de la lutte depuis tellement longtemps, 10 ans. Là. Ça fait 10 ans qu'il est là, qu'il est tout le temps le gars qui main event les WrestleMania. Il a main eventé, je pense, 10 WrestleMania. C'est lui qui a le plus de nombre de WrestleMania. Moi, j'ai arrêté d'écouter la lutte quand lui a commencé, puis j'aurais écouté quand lui arrête. J'ai écouté la fin de sa carrière puis le début de sa carrière. Mais toute sa carrière que j'ai pas écouté, c'était lui qui était le main eventer de tous les événements de lutte. Puis tu sais, c'est pas le gars le plus air flying style, c'est pas le gars le plus... imaginatif, là, tu sais, c'est toujours les mêmes moves au même moment. Can't see me, nanana, puis il gagne tout le temps les matchs importants, tu sais, c'est... Le monde sont écœurés de ça. Là. C'est un peu Cena qui a tué la WWE pour beaucoup de monde. Là, okay. C'est lui qui représente. C'est pas à le cause conformisme. De lui, mais il représente le conformisme de la WWE, le modèle. C'est à cause pendant son époque, lui, c'était Ruthless Aggression. Après l'attitude era, c'était Ruthless Era. Puis cette era-là, c'est là qu'ils sont devenus PG. Puis c'est lui qui était main event. Fait que c'est lui qui était comme le rappeur louche qui est devenu comme le bon gars. Puis jamais dire de mal. Puis never give up. Nanana, soit bon. Nanana. C'était lui qui portait le flag de la WWE dans les shows TV, partout. Fait que c'est l'image. C'est pas lui, c'est pas à cause de lui, mais c'est l'image qu'il représente qui est pas aimée. Mais elle, Becky Lynch, c'est l'inverse de Cena. Parce qu'ils disent. Ils ont gardé leur style PG, mais ils essayent, ils vont au maximum de ce qu'ils peuvent aller présentement là, pour essayer d'attirer du monde, parce que les ratings n'arrêtent pas de descendre. Là, veux pas. Là. Fait que Best Gimmick, The Man de Becky Lynch.
Ouais, Best Major Wrestling Show. Un show indépendant all-in en 2018, ça a été le plus gros show de l'année selon moi. C'était pas WrestleMania, c'était pas Slam Anniversary, c'était pas Wargame 2 comme je te parlais tantôt. Pour moi, c'était all-in cette année. C'était un show indépendant. C'est eux qui vont partir de leur nouvelle fédération. C'est qui ont créé cet événement-là. Ils avaient été chercher les meilleurs lutteurs de toutes sauf la WWE pour créer cet événement-là. C'était eux avec qui a tout anticipé. Tu sais que Vince McMahon doit s'entendre en tabarnak avec Pierre-Carl Pelado. Il n'y a pas un de mes assistants employés qui veut aller travailler ailleurs, tabarnak! C'est la seule fédération qui ont ces contrats-là. Hein. C'est une des... Là, ils ont parti NXT UK, ils veulent partir NXT Germany, puis c'est une des contraintes qu'ils ont présentement. Ils sont pas capables de chercher les bons lutteurs de chacun de ces places locales-là parce qu'il y a beaucoup de lutteurs fait comme moi, mais moi je veux continuer à lutter dans telle place. Puis si je signe avec toi dans ton produit qui est crissement bon pour ma carrière, mais moi je peux plus lutter ou c'est que j'aime lutter. Là. Je vais être obligé d'être le produit de la WWE, c'est que j'ai aucun contrôle sur mon personnage. T'sais. Fait y a bien du monde qui font comme oui, mais à mon stade, j'aime mieux continuer indépendant, avoir le gros titre. Quand je vais signer avec toi, mais t'auras pas le choix de prendre le personnage que j'offre sur la scène indépendante. Il y a plein de monde qui font ça. Là. Kevin Owens, ça a été ça. AJ Styles, après 10 ans, il en a le signé. Pas à cause que lui, pas à cause que la WWE ne voulait pas le signer, c'est parce que lui, il voulait pas à cause de ce que ça impliquait. Fait qu'all-in, meilleur événement de l'année. Meilleur match de l'année, par contre, c'était pas cet événement-là. C'était à Wrestle Kingdom 12, dans le fond. C'était le 4e match entre Kenny Omega et Tagashi Okada. C'était le 4e match. Puis ça a été un match de 45 minutes, 1 heure. Là, avec les intros, ça a duré 1 heure. Là. Ça a été le deuxième plus long match que j'ai écouté de l'année, puisqu'il y a un match à Raw cette année qui était un gauntlet match avec Seth Rollins qui a duré 60 minutes. Là. Mais c'était le deuxième plus long match, mais c'était un slow match qui a gagné du rythme, les grosses passes Airfly pour la ceinture. C'était comme la fin de leur feud en plus. Kenny Omega, il y avait des grosses rumeurs comme quoi c'était ses derniers combats dans New Japan Pro Wrestling. Fait que tu sais, tout le build-up de ce match-là était vraiment bon. Puis c'était des meilleurs combattants indépendants qui existent. Pas indépendants, mais. C'est pas bien souvent ces deux-là. Omega, il est dans c'est 4e. C'est comme une histoire sur 3 ou 4 ans, je pense. Fait que c'était comme 4 gros matchs. Là. C'était comme The Rock Stone Cold 3 ou whatever. Là. C'était grosse rivalité. Meilleure promotion, meilleur show régulier, NXT. Écoutez pas SmackDown, écoutez pas Raw. Ça dure juste 1 heure, c'est 55 minutes quand t'as pas les pubs. Là. Chris, c'est facile à écouter. C'est bien coté. Il y a toujours 3 histoires par show avec 3 combats, puis c'est 3 bons combats. Là, moi, un show de 3 heures de lutte, ça coûte cher de pote à m'amener. Après ça, meilleur lutteur, meilleur flying wrestler. Phoenix, c'est le frère à Pentagon Jr. qui sont indépendants, sont dans New Japan Wrestling ou Impact ou Ring of Honor. Ils font un peu tous les shows. Ils ont été all-in cette année aussi. Pentagon Jr. il est très connu internationalement. Là, il est vraiment, vraiment bon, mais il est plus vieux que son frère. Phoenix vient de commencer. Il est juste incroyable. Il y a une passe qu'il fait. C'est le seul qui fait ça présentement dans le monde. Il n'y a pas personne d'autre qui fait ça. Genre, il court sur une corde, puis il se donne un élan. Il réussit à sauter d'un coup comme sur la 3e corde. Puis il fait un genre de 720 en rotation. Là, c'est incroyable. Tu fais comme what the fuck. Puis il réussit toujours à tomber sa personne. La personne n'est pas obligée de se tasser pour faire semblant d'être genre ah non, tu m'as touché. Là. C'est genre right on tout le temps, sa personne. C'est comme un Chinois dans Super Punch-Out au Super Nintendo. Il saute d'une corde à l'autre puis il te fait un backflip. C'est le plus beau move, c'est le plus beau flying move ever là, que j'ai vu. Puis, moi, c'est la première fois que je voyais lutter ce gars-là cette année. J'ai comme fait oh wow, man, c'est donc bien malade ça. Fait que non, ça c'est. Meilleur brawler dans le fond. Je vais le donner à Braun Strowman, même si j'aime pas son style de lutte, là, mais. C'est le meilleur monstre présentement dans toute lutte confondue. C'est un monstre pour monstre. C'est le meilleur monstre livre pour livre. C'est ça, exactement. Mais c'est que tu disais qu'ils l'ont pas mis en valeur. Mais ils l'ont mal mis en valeur parce qu'ils ont tellement. Ils l'ont mis en valeur à cause que Roman Reigns a annoncé sa leucémie dans les derniers mois de l'année. Parce qu'avant ça, ils l'ont mis babyface en début d'année. Ils l'ont viré heel parce que Roman Reigns, il n'y avait plus de heel devant lui disponible. Fait qu'on dit Roman devient le nouveau monstre, devient heel.
le Roman Reigns, pour laisser Roman Reigns un face à tout prix. Là. Roman Reigns, c'est le futur John Cena. Là. C'était le futur John Cena. Fait que là, ils l'ont laissé face jusqu'à la fin. Là, à cause que Roman Reigns annonce sa leucémie, du jour au lendemain, le show d'après, Roman redevient babyface, genre redevient face d'un moi je suis plus ton ami Roman Carter, je suis plus ton ami Dolph Ziggler, fuck that shit. Ouais. Fait que c'est comme, ouais, là, c'est gros un peu. Ouais, c'est ça, tout est mal écrit, là. T'sais, son personnage a mal été écrit, ça fait chier parce qu'il est over au bout, les fans l'aiment, il y a tout pour réussir, mais son personnage est mal scripté en esti. Puis il a été blessé 2 fois cette année. Pas une première blessure mineure, mais là, sa deuxième plus grave. C'est pour ça qu'il sera pas là avant le Royal Rumble. Okay. C'est qu'il va affronter Brock Lesnar pour la ceinture. Fait que, non, j'ai hâte de voir. Il appelle ça le Bryan Danielson Award, là, pour le meilleur lutteur technique. Puis je le donne à Daniel Bryan, qui est son nouveau nom de lutteur présentement dans le WWE. Avant, il s'appelait Danielson. Bryan Danielson, là, il s'appelle Daniel Bryan. Fait que meilleur lutteur technique. Qui gagne son propre trophée. Il gagne son propre trophée. Il a fait son retour cette année. Puis moi, je l'avais pas connu parce que sa carrière, il l'a faite pendant que j'écoutais pas la lutte. Puis quand j'ai recommencé à lutter, il venait de prendre, genre en 2012 ou 2014 qu'il a fait sa retraite. Moi, j'ai recommencé à écouter la lutte pas mal à ce moment-là. Fait que j'ai jamais vraiment vu ses matchs en live. J'ai écouté des bouts des segments. Là, je l'ai reconnu là. Son premier bout de retour était vraiment haché, mais depuis qu'il virait heel, c'est malade. Il virait un heel genre pro-vert, là, genre fuck les chars, vous êtes tous des estis de monde de marde, vous polluez la planète. Là. C'est ça son rôle, mais c'est vraiment bien fait. Là. Puis lui, dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui prône ces vraies valeurs-là. Mais pas au point. Pas au point de son personnage heel, mais. Tu sais, genre, il est végétarien à la base à cause de ça. Puis, tu sais, fait qu'il a viré sa vraie personnalité, genre, over de ce que c'est vraiment pour devenir un heel. Puis, ça s'accroche. Au niveau solidaire. Il a même décidé de plus vendre de shirts sur WWE Shop, là. T'sais, au point de. Moi, je m'en fous de plus vendre d'avoir de. Il sacrifie de l'argent dans son personnage en disant moi, je m'habille en coton, tout ça, là, puis mon marketing n'existe plus, là, tu sais. Ben, il préfère de la merch équitable. Merch équitable, ouais. À 50$, hein, c'est déjà. Ils doivent vendre ça à 75$. Ça doit être de la merch faite à 10$ par des Chinois, là. Il y a des verres qui sont prêts à brûler leur cash, là. Comme cadeau cette année de Noël. Nous vous suggérons des doléances carboniques. Ça, man, c'est comme acheter son paradis dans le temps, man. Mais c'est ça, ça donne le droit de polluer pour 50$ cette année. Son personnage est basé là-dessus, fait que, mais côté lutte, là, il est vraiment bon encore, là. Ils ont bien fait de l'arsigner parce que côté technique, il est crissement bon dans le ring, là. Il est vraiment bon. Après ça, le plus charismatique. Donc, Velveteen Dream, un gars, un Afro-Américain qui est dans NXT présentement. Il brise tout le temps du 4e mur. Mettons, ses têtes, il met des têtes, c'est genre Call me up Vince, genre ramène-moi dans grosse ligne Vince, genre la façon, c'est d'exemple Hulk Hogan, mais tu sais quand Hulk Hogan avait fait son call sur les noirs, les blacks là, mais la promo d'après, il s'est déguisé en Hulk Hogan, mais lui étant un noir. Il fait un white face. Il a genre fait un white face, hein, genre à Hulk Hogan là. Mais tu sais c'est genre tu fais pas, tu sais Vince, tu sais comment mettons la réputation de Vince versus lui, qu'est-ce qu'il fait, puis il reste quand même un des stars les plus protégés présentement. Fait qu'il a juste 23 ans, il a tout là pour être les meilleurs promos ever qu'on n'aurait jamais vu là, tu sais à la The Rock là. Tu sais The Rock ses promos, on dira ce qu'il faudra, mais c'était lui qui avait les meilleurs promos dans l'époque de l'Attitude Era, mais lui c'est ce personnage là, c'est Velveteen Dream. À NXT, c'est le gars à regarder quand il a le mic. Pas sûr que sa gimmick va passer en Vince ne mettra jamais dans les gros shows sa gimmick par contre. Tu sais c'est ça son défaut là. Tu sais s'il change pas sa gimmick, il passera jamais à Raw et à SmackDown d'après moi là. Bon, le meilleur segment de promo.
Je le donne encore à Daniel Bryan, mais tout proche, il y avait Paul Heyman avec la fois que Lesnar l'avait battu, puis que lui avait fait genre le rôle de la femme battue. J'avais déjà parlé de ça. Il y a le segment de Page, je sais qu'elle prend sa retraite, qui est rough. Mais le segment où c'est que Daniel Bryan annonce son retour dans la lutte, c'est que genre ça avait été annoncé par un CNN News. Là. Ça avait passé dans une grosse chaîne de TV aux États-Unis, comme quoi qu'un lutteur revenait actif. Puis ça avait passé genre une demi-heure avant le show dans les grosses nouvelles. Puis après ça, le show, ça avait duré, la promo avait duré 15 minutes. Puis tu sais, moi, je l'ai pas vécu cette époque-là, mais je suis sûr qu'ils ont commencé à avoir... ça devait être le meilleur moment ever pour bien du monde assis dans la salle ou du monde qui avait suivi la carrière de Daniel Bryan, c'est sûr. Là, okay. Fait que ce promo-là, c'était bon, mais tout proche, Paul Heyman avec son segment de femme battue, c'est vraiment bon aussi. Paul Heyman brailler, c'est tout le temps drôle. La plus améliorée, Becky Lynch, là, comme je disais, c'était une lutteuse qui, au début de l'année, juste en début 2018, sa gimmick, c'était genre une Anglaise qui vivait du thé, là, genre, puis... genre, sa gimmick qui était à chier à genre la meilleure gimmick qui est équivalente à celle de Stone Cold. Il n'y a pas eu de mort. Elle est partie de loin. Elle est partie de loin. Là. C'est Stone Cold qui fait dire le Blondie dans WCW à Stone Cold Stunner, ce qu'on connaît dans l'Attitude Era. C'est la même marche. Là. Même que Blondie Stone Cold, il était Stunning Stone Cold, il était cool pareil. Je me souviens pas de Blondie Stone Cold. Blondie avec ses cheveux blonds, puis il faisait genre une caméra comme ça tout le temps, là, genre avec son partner de tag team. Là. J'ai zéro souvenir de ça. Au milieu des années 90, avant qu'il signe la WWE, Stone Cold, c'était une big star dans le WCW. Puis c'est Blondie Stunning Steve Austin. C'est Blondie Steve Austin, ou quelque chose comme ça. WCW Stone Cold. T'as pas jamais vu Stone Cold avec des cheveux blonds? On va continuer tes awards, je vais juste... Sinon, meilleur tag team de l'année. Ça se trouve même pas être dans Raw, en SmackDown. Le meilleur tag team, c'est un tag team indépendant des Young Bucks. Ils sont tellement bons à avoir lutté. C'est les nouveaux Hardy Boys de la planète. Là. Ils sont vraiment spectaculaires. Puis aucun de leurs moves ont de l'air synchronisés ou faits d'avance. Ils sont vraiment, vraiment bien. Ils réinventent la tag team. Ils font partie des organisateurs de la AEW. C'est eux qui ont signé avec Cody Rhodes. Ils font partie des propriétaires. Fait que les Young Bucks, c'est sûr que l'as-tu, coudonc? Yeah. Je vais te montrer ça. WCW Steve Austin, c'est facile. Tu m'as dit d'écrire Blondie, Steve Austin. C'est le monde l'appelait de même. DCW Stone Cold. Ah ouais, je l'ai. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il a l'air de Lex Luger. Fait que ce tag team Young Bucks, deux tag teams qui ressemblent à Matt Hardy, viennent de signer à AEW puis à Double Nothing. Ils font partie des fondateurs de ça. Fait que non, c'est sûr qu'eux, on peut pas passer à côté d'eux comme tag team de l'année. Le plus impressionnant à regarder, le overall, le meilleur lutteur que tu fais comme il y a 24 ans, Ricochet. Il était pour ceux qui ont Netflix, ils ont fait un show de lutte là. Lucha EE, en tout cas c'est comme de la lutte mexicaine qui se passe, c'était la vedette de ce show là à Netflix, mais ils l'ont signé cette année. Il a pas fait toute l'année encore dans le NXT là, mais c'est le meilleur lutteur sur la planète, à part Kenny Omega qui est genre un gars expérimenté de 36 ans. Lui 24 ans, il va dépasser ce gars là, c'est sûr un jour. Kenny Omega il est à la fin de carrière, lui Ricochet c'est en début de carrière. Il fait Phoenix que je te disais tantôt, sauter et lui il le fait, ou presque pareil, un petit peu moins hot, mais il fait tous les plus gros moves viennent de ce gars-là. C'est vraiment impressionnant à voir. Puis la lutte l'ont signé, son personnage ils l'ont changé, ils ont gardé son personnage qui était de Ring of Honor, ils n'ont pas pris lui de Mexicain parce qu'il il faisait le rôle de Prince Puma avec un masque, fait que tu le reconnais pas là. Mais c'est le même lutteur en soi là. Puis pour ceux qui ont Netflix puis qui veulent voir des vieux lutteurs mexicains, puis des meilleurs Mexicains, des meilleurs jeunes Mexicains au monde, il y a 2 ans, c'est ce show-là que tu devrais écouter. Si j'ai besoin d'un fixe de lutteur mexicain, dans Vent, c'est ça. C'est ça. Alright. C'est de la lucha libre, là. Ouais. Ok. T'aimes pas ça, de la lutte mexicaine. J'ai pas dit que j'aimais pas ça. J'ai dit c'est rare, j'ai besoin d'un fixe de ça. Lutteur de l'année. Parce que je suis pas accro que j'aime pas ça. Lutteur de l'année.
Dans la grosse ligne, là, j'oublie NXT, là. Dans la grosse ligne, Ronda Rousey. Pas le choix d'y donner, elle a mis la lutte féminine sur les main events. C'est elle qui a mis la lutte qui était féminine, genre bonne. Présentement, la lutte féminine, c'est 50% de toutes les shows de la faire chier des lutteuses, pareil, parce qu'ils se battent depuis des années pour que les lutteuses soient respectées, puis Ronda Rousey arrive de nowhere. Mais elle mérite parce que côté in-ring, elle est vraiment spectaculaire. Elle a une coche au-dessus de tout le monde, avant tous les moves de tout le monde de la bonne façon. T'sais, elle est vraiment bonne dans son jeu. Les seuls mauvais moves, c'est des promos. Une promo sur deux est pas bonne. Mais ça, c'est normal, elle commence. Elle n'est pas capable de faire des... Elle n'est pas bonne actrice. Ouais, elle n'est pas bonne actrice. C'est un peu... Elle est pas capable de vendre ses promos, mais elle est bonne vendeuse comme lutteuse. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Hein. Mais ça peut s'améliorer. Fait que, probablement la seule fois que je vais mettre lutteur de l'année parce que Seth Rollins était aussi un candidat pour moi, parce que Seth Rollins, c'est lui qui a tenu le Raw. Raw, c'est de la merde, sauf quand c'est Seth Rollins qui est devant l'écran. Mettons le pire lutteur de l'année, tu l'as pas dit. Eh boy! Celui là, mettons que non mais c'est celui-là là, que s'il arrive, s'il arrive là, à la TV là, tu fais mets dans la face. Mettons c'est le temps d'épicer. Il y en a une coupe là, je te dirais. Mais du fond du cœur. Eh boy, Beating, mais c'est que je les déteste. Il y a eu Kane à l'âge qu'il a, à cette heure, je suis capable. Ah ouais? Ah, je suis capable. Là, il n'est plus là, là. Mais son équivalent, Baron Corbin, il y a bien du monde qui l'aime. Moi, je le déteste. Puis c'est pas que je le déteste, je le déteste. C'est pas bon lutteur, là, tu sais. Puis ses promos sont pas si pires, c'est pour ça que je peux pas le mettre. Hein. Eh boy, il y en a tellement. Il y en a tellement que j'aime pas, là, présentement. Là. Shane McMahon. Shane McMahon, ouais, mais ça. Je suis plus capable. Ça, c'est comme une réponse facile. Non, je suis plus capable. Je suis plus capable. Elle fait des boutons, là. Ah non, je suis plus capable. Je vais finir avec mes prédictions 2019 en lutte, puis avec des prédictions overall, OK? On finit ça là-dessus. 2019, AEW va être créé. J'ai raison, ça a été annoncé. 2 pay-per-view, j'ai pas raison encore. Contrat de TV à la fin de l'année, peut-être. Les stars sont dedans, Jericho, Omega, Young Bucks, Cody, Resistance, AJ. Il y en a plein d'autres là, qui vont signer avec eux. NXT, là, ils viennent de signer plein de monde dans NXT. Ils viennent tous d'être ramenés à Raw, SmackDown. C'est avec toute de la merde. Là. Ça, j'avais déjà dit. Heavy Missionary, des shows, events avec de la merde. DC3, c'est avec de la merde. C'est tout est de la merde, les call-ups cette année. Okay. Toute la bonne lutte va se passer pour la lutte va se passer dans NXT encore cette année. Taker va refaire un autre retour cette année à Mania. Je te jure, man, ça va arriver. Quel personnage? Je sais pas. Il va refaire un retour. HBK va s'en rebattre aussi. Heartbreak Kid. Il vient de se battre là, à Crown Jewel, il va rebattre encore, c'est sûr. Il y a tellement un match de merde là, à Crown Jewel qu'il y a eu un lutteur avec autant de fierté peut pas finir avec un match de même. C'est terrible ce match-là. Rumble winner, qui va gagner le Royal Rumble? Drew McIntyre pour les gars, Becky Lynch pour les filles. Main event de WrestleMania, Ronda Rousey contre Becky Lynch. Qui va gagner? Becky Lynch va gagner. Ronda va quitter la lutte à la fin de l'année. À la fin 2019, Ronda va lâcher la WWE. Elle va devenir... elle veut juste faire son contrat. C'est un contrat de 3 ans. La première année, elle l'a fait en training. Elle a fait sa deuxième année. Elle vient de finir sa deuxième année. Puis là, sa troisième va finir à la fin de l'année. Puis d'après moi, elle ne re-signera pas. Puis elle va juste devenir une mère de famille comme elle désire le faire. Ouais. Fait que d'après moi, ça va finir de même pour Ronda Rousey. Elle va avoir éclaté la lutte pendant 2 ans. Puis après ça, elle va quitter son truc. Elle pourrait profiter du pactole. Mais bon. Puis The Rock revient à WrestleMania cette année. Les ratings sont tellement bas présentement qu'ils n'ont pas le choix de ramener The Rock pour ramener la grosse crowd. Je pense que The Rock, il veut pas ça. Il veut plus être associé à la lutte. Il a une trop bonne carrière. Comme Batista aussi l'a demandé en passant. Batista veut revenir dans la lutte. Mais Batista, il n'a pas la carrière d'acteur que... Non, c'est sûr. Son dernier film, ça a l'air qu'il est bon. Bodyguard, dans Bodyguard qu'il joue. Un autre film qu'il joue, qui a l'air qu'il paraît qu'il est super bon. C'est lui qui sauve le film en soi. Un film un peu action. Sinon... 2019, c'est sûr que dans ça, les 30 choses de geek là, qu'on va parler assurément dans notre show en 2019 à quelque part. T'as fait cette liste-là? Petite liste rapide. Mais tu sais, c'est des choses. Livrage là-dessus plus que moi cette année. Non, c'est juste des choses qu'il faut pas oublier là, qu'en 2019, c'est une grosse année de geek. Mention honorable, Hellboy. 2019, il va y avoir Hellboy, là, super. Aladdin, mention honorable. Ça a fait mon top 30, là, mettons, mais ça c'est pas...
Moi, prédiction pour Aladdin, là, il y a un regroupement d'Indiens qui vont dire que c'est de l'appropriation culturelle. Il faut trouver un moyen de chialer pour ça. Il faut pas oublier que ce qui a pas de date, ou je sais pas si ça va sortir en 2019, c'est pas dans ma liste. Hein. Tu sais, le sketch de Trudeau, c'est qu'il fume du pot puis qu'il se déguise en Indien. Là. Il y a un organisme d'Indiens qui a dit que c'était de l'appropriation culturelle puis qui était fâché. Ouais, pour de vrai. Ça a sorti genre aujourd'hui. Bon. Fait qu'Aladin fait partie quand même d'un top 30. Fight with My Family, l'histoire de Paige. Moi, c'est sûr que je vais l'écouter. Fait que je vais peut-être en parler cette année. Une occasion pour moi de dire OK. Ah, OK. OK. Mais c'est bon. C'est un bon film drôle avec une vraie histoire à la base. C'est bon. Comic-Con à Montréal cette année. 5 au 7 juillet, il faudrait essayer d'y aller. Yes. Hein, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire. CS, 11 janvier, probablement le prochain show, on risque de vous parler de ça. On essaie d'y aller? Non, on n'essaie pas d'y aller, mais on va vous en parler bientôt. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut pas oublier ça. Cyberpunk 2077, un jeu qui va sortir. Soit c'est vraiment bon, ça va être vraiment pas. Mais moi, j'ai vu les images, t'as-tu vu? Les images sont incroyables. Puis le gameplay de la bombe aussi. Ouais, mais tu sais, ils sont ambitieux, c'est tout le temps dans l'univers. C'est l'univers et de la merde. Men in Black, le remake, t'as-tu vu le trailer? Men in Black International avec Thor. Ouais, avec Thor. L'horreur, ça c'est sûr qu'il va y avoir des gags sur le fait que c'est Thor, là, on s'entend. Il faut qu'il brise ça. J'aimerais qu'il fasse au moins une couple de références. Mais t'as-tu vu le trailer? Ouais, j'ai vu le trailer. C'est quand même pas mauvais, le jeu de quand même. Ça a l'air bon. J'aimerais qu'il fasse une couple de références à Jay. Mais c'est juste une mention honorable, c'est pas dans mon top 10. Là, fait que... Doom, le jeu Doom. Je sais pas. Non? Il y a un autre Doom qui sort. Ouais, on en a déjà parlé même. Ah, tu vois. Mais ils leur font, ça fait 15 fois qu'ils leur font Doom. Mais si, il est bon. Ouais, bon. Moi, je l'aime, l'histoire de Doom. Lego, le film 2. Moi, je vais l'écouter, c'est sûr. J'ai aimé le 1, c'était drôle pareil. X-Men, Dark Phoenix. Ah, c'est là, il faut qu'ils close l'histoire avec les X-Men là, avant que Pourquoi j'ai mis là, c'est que ça risque d'être la fin, puisse comme tu ramener dis, ça risque d'être le point final de cet univers-là, ce film-là. Fait que c'est pour ça qu'il est dans ma liste. Faut au moins l'écouter. Puis faut l'écouter, il faut en parler, il faut que ça finisse. Le Joker, le film Joker avec Phoenix. Joaquin Phoenix, justement. C'est sûr que je vais l'écouter, ça m'intrigue. C'est de quoi que j'ai mis. Il faut écouter ça en 2019, je vais en parler aussi. C'est sûr. C'est un Joker en partant. Il faut en parler du Joker. Fait que non. Le Mandalorian, elle fait la série sur Disney Plus avec qui a dirigé Iron Man. Fait que puis Favreau. Fait que la série de Johnny Favreau. Mandalorian. Glass. Ouais, ça m'intrigue. Avec le film de Bruce Willis, Glass, puis le Beast, puis Guillermo del Toro. En tout cas, ce film-là, la suite d'un univers. Guillermo del Toro, c'est Shyamalan. C'est qui fait ça? Hein? C'est qui fait ça? Del Toro, Shyamalan? Je sais plus c'est qui. En tout cas. Ça m'a intrigué cette année, ça. Mais tu sais, juste les trailers, c'était un des meilleurs trailers de l'année, selon moi, là, Glass, leur série de trailers, là, leur promo, tu sais, tout est bien fait de ce film-là jusqu'à maintenant. Là, ça, c'est Shyamalan. OK. Fait que, mais moi, j'avais tellement aimé Indestructible avec Bruce Willis, le premier de la trilogie. Là. C'est ça, fait que c'est le quoi qu'en 2019, faut pas rater, puis c'est sûr que si vous nous écoutez, on va pouvoir parler de ça en 2019. On va parler assurément du merge de Disney puis Fox, qui va finaliser en début de l'année. Va peut-être ouvrir beaucoup de choses pour MCU pour 2020 et 2021, mais en 2019, c'est là qu'on va vous jaser de la date quand ça va se passer. Ça va être là, ça a fait de la merde au Mexique. Ouais, c'est la seule place, mais j'avais lu cette année que c'est sur le point cette semaine que c'est en train de se régler. Il faut qu'il se libère de postes de sport. Là-bas, c'est n'importe quoi, là, ça va se faire vite. Disney+, le nouveau contenu qui va être sur Disney+, c'est sûr qu'on va vous parler de ça. Là, dès que ça sort au Canada, je m'abonne. Juste l'affaire de Lucky, là, il vient de rechanger le background story de Lucky, là, disant que Lucky était sous contrôle par la pierre, la pierre de la Mind Stone. Le Tesseract qu'il y avait dans le sceptre que lui donnait Thanos. Pas Thanos. le Tesseract, là, mais le sceptre, là, dans le fond. C'est pas le Tesseract qu'il avait mis le Tesseract, c'est la pierre, c'est la Space Stone. Ouais, lui, c'est la Mind Stone. C'est la Mind Stone dans le staff, dans le sceptre de Lucky. Puis, c'est ça qui l'aurait rendu plus méchant. Puis le point qu'on référence là-dedans, c'est quand on le voit apparaître, c'est qu'il est tout comme en sueur, tout ça. C'est un peu plus le mind control qui serait référé là-dedans que le transport spatial.
Fait que c'est un peu un retcon. Fait que, tu sais, le show de Loki, est-ce qu'on va en entendre parler plus, ce personnage-là, qui est peut-être moins méchant qu'on le pensait. Fait que ça va faire partie des choses. Le film de Shazam aussi, 2019, c'est dans Shazam, ça fait partie des choses que je vais écouter. Attends, moi, je veux l'écouter, je veux rire. Je veux un film drôle. Un premier film de super-héros qui me fait rire. J'ai l'impression que ça va être plus quétaine que drôle. Mais... Je sais bien. Il faut que je l'écoute puis que je le critique au pire. Ouais. Star Trek, prochain Star Trek avec le nouveau Picard. Ça va être de quoi il faut que j'écoute, ça, moi. Je sais pas si ça va sortir cette année, par contre. Fin 2019. Ils sont en pré-production, il n'y a même pas de texte d'écrit encore. Ouais, c'est ça, mais ils disent fin 2019 à date. Fait que c'est pas une date. C'est pas la première fois que ça retardé. Stranger Things 3. Juillet, là. Stranger Things 3, là. Je pense que c'est en juillet que ça sort. Qui est sorti. Ça, je vais écouter ça. C'est sûr qu'en 2019, c'est une des séries que je vais le plus écouter. Ça va être du bonbon. Et AEW, pour ceux qui aiment la lutte, nouvelle fédération de lutte, il faut regarder ça. Le Double or Nothing, probablement encore une fois un des plus gros shows. Ça, avec Vince McMahon qui veut partir sa XFL, peut-être vendre la lutte. Est-ce que c'est une grosse année de la lutte qui s'en vient? C'est sûr qu'ils vont commencer à faire des premiers matchs en 2019 à AEW? Oui, Double or Nothing, c'est ça. Okay. Fait que, est-ce qu'il va y avoir un contrat de TV? C'est à voir. Détective Pikachu de Ryan Reynolds. Ouais, faut que je rie de ça. Premier live action de Pokémon de 1, là, tu sais, faut ça, je vais lui donner une chance. Puis ça a l'air un peu à double sens, toujours leur gang. Fait que moi, c'est un film que je veux écouter. Alors, je rentre dans mon top 10, tu sais, des vraies choses, tu sais, des vraies choses. Le jus, là. Du vrai juice, là, tu sais. Godzilla, King of Monsters. Ouais, ça, j'ai hâte de voir ça. 31 mai. Fait que c'est dans pas trop longtemps non plus. T'as-tu écouté le premier, tabarnak? Écoute le premier avant qu'il sorte au moins avant le 31 mai, esti. Ouais, mais j'y repense. Moi, je vais en parler, hein. Je vais l'écouter, je vais en parler assurément. C'est l'actrice, c'est elle qui est dans Stranger Things, qui va jouer dans... Elle qui joue Eleven. Puis c'est ça, elle dans Godzilla, puis juste le film avec tous les monstres, les effets spéciaux, ça, côté grand écran, c'est un des plus grands films que je vais voir. Peut-être un des seuls films que je vais aller voir à part Endgame au cinéma. Ensuite, Kingdom Hearts 3 que je vois. Kingdom Hearts 3 en 25 janvier, c'est bientôt là. Tu vas-tu l'acheter? Ouais. Pour jouer avec mon gars, sérieusement, un film avec Mickey, Toy Story, un jeu d'RPG aussi que moi je vais avoir. Yes, sir. Aussi que moi je vais avoir du fun un peu. Non, c'est sûr que c'est un RPG. Je pense que c'est l'RPG qui va introduire mon gars au RPG. OK. Mais il y a du fun du niveau de jeu là-dedans. C'est pas juste RPG, il y a des bouts d'action, il y a plein de genres, mais c'est ça va être le fun pour... il y a plein de choses à toucher là-dedans. Ouais, ça, c'est un jeu d'introduction à ce genre-là. Pour mon gars, je pense que ça va être terrible. Là, les Lego, on n'a plus de challenge. On a le platiniumé Super Violence. Il l'a fait tout seul. Il n'y a plus de challenge, des jeux trop simples pour lui. Là. Okay. Je l'ai rendu à genre NHL, des jeux plus complexes, là, mais des RPG, là, c'est une bombe, des RPG pas violents. C'est qu'il y a beaucoup de RPG qui seraient le fun, mais Chris, ils sont rendus matures en essayer les thèmes. RPG. Fait que là, au moins, avec celui-là, je m'assure que c'est un thème que lui, d'un, il va avoir les référents. La plupart des films là-dedans, même moi, je pense que je vais avoir moins de référents lui. J'ai pas écouté les films de princesse, puis les derniers avec... je les connais moins. Moi, j'ai Roi Lion, Toy Story, ces affaires-là, les vieux Disney. Mais je pense ton fils, il écoute les films de princesse? Non. Mais c'est pas grave. C'est de quoi je vais écouter. Sinon, en parlant de Toy Story 4, numéro 8, ça, c'est cette année en juin. 20 juin, Toy Story 4, c'est quoi qu'il faut que j'écoute? Moi, c'est mon meilleur film d'animé. Ma meilleure série de films de Disney pour moi, c'est Toy Story. Moi, je me fie avec mes raisins parce que le troisième, ça finissait tout. C'était excellent. Il n'y avait pas besoin d'un autre. Mais Tom Hanks s'est dit qu'il a braillé pendant le tournage. C'est ça, qu'est-ce qui tourne autour du film est tellement positif que tu peux pas être hypé par le film. Là. Oui, tu peux être... Il faut que tu aies quand même un intérêt. Oui, j'en ai intérêt. Fait que 20 juin. En 25 janvier aussi, un autre jeu, Resident Evil 2, le remake, là, que ça sort là, c'est sur la porte de sortir. Là. Je sais pas si ça va c'est les deux seuls jeux, je vais peut-être même acheter Kingdom Hearts 3 et Resident Evil 2, à vrai dire, cette année. Fait que j'ai regardé les listes des jeux cette année, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse, sauf ces deux-là. Fait que moi, je vais vous en parler assurément. Je sais pas si ça va bien vendre. Hein. C'est sûr, t'as-tu vu des critiques de ça là? Ouais, les images sont incroyables. Les images, le review, c'est que tu revois le jeu, mais c'est pas les mêmes affaires là, qui se passent. C'est carrément une nouvelle angle que tu vois au jeu. Fait que, déjà que le jeu était tellement open world sans le light. Là.
Je sais pas, il va y avoir des clins d'œil aux anciens puzzles, ça va être les mêmes puzzles, ça va être différent un peu. Juste des clins d'œil, c'est pas les mêmes puzzles, Ok. c'est ça, c'est juste des clins d'œil à. Fait que t'auras pas l'impression de jouer au même jeu, là. Tu revisites le monde d'une nouvelle façon. Je comprends. C'est pas juste Fait que, remasterisé. Là. Non, exact. Fait que, en juillet aussi, numéro 6, tu m'allais Spider-Man Far From Home. Yeah. Donc, la suite à Homecoming, Spider-Man, un film que assurément on va parler dans notre podcast, qui va probablement faire le sujet de plusieurs épisodes consécutifs. L'acteur qui fait Mysterio, Jack Gunnigan, je pense. Ouais, exact. Il a refait une autre entrevue qui dit non, je vais être un gentil, je vais être un gentil, je vais être un gentil. La promo est tellement juste orientée là-dessus, c'est certain que le Big Turn, c'est un méchant. C'est sûr. L'été, en été aussi, Lion King, il n'y a pas de date précise, mais on sait que ça va sortir cet été. Le remake image par image à date de ce qu'on voit de Lion King. Je pense que ça va être trop réel pour mes filles. Je pense qu'ils vont avoir peur. Ils n'auront pas les référents. Ben, ils ont déjà vu Le Roi Lion. En parlant de trop réel, t'as-tu écouté Watership Down sur Netflix? Mes filles l'ont écouté. Ah, moi tout, mon gars l'a écouté, il n'y a rien de violent là-dedans. Ouais, c'est sérieux, il y a du combat, etc. Mon gars, il a trippé, il a dévoré la série, il trippe bien. Ouais, mais c'est pas de gag, là, c'est pas drôle, là, mais il n'y a pas de sens. Non, c'est le Seigneur des Anneaux pour lapin. Exact. Fait que Lion King, je sais pas si c'est trop réel, mais ça sort en été, puis moi, je vais l'écouter en esti. Moi, c'est sûr, mais tu sais, mes filles auraient le référent. Ils ont adoré Le Roi Lion là, de Disney, mais le comique, mais ça a l'air réel, les lions. Ah, là, ça a l'air ils vont pogner un 2 minutes. Là. Ouais. Bon, là, on rentre dans la crème de la crème pour moi en 2019. Mes 4 derniers choix, c'est la crème de la crème. Numéro 4, au mois de mars, le 8 mars, Captain Marvel. Les histoires spatiales de MCU, c'est ceux qui sont allés me chercher le plus. Puis ça, c'est l'histoire qui va lier les cuits avec nos héros qu'on connaît, avec le passé des années 90. C'est un film qui va attacher beaucoup de morceaux manquants au MCU pour l'instant. Fait que c'est pour ça que je le mets top 4. Je l'ai pas mis dans mon top 3. Il est 4e position, parce que le top 3, il est tough en tabarnak. Star Wars a supplanté Captain Marvel après la marde que t'as donné au dernier épisode. Je voudrais plus jamais écouter les Star Wars. C'est fini pour moi, je veux plus rien savoir de ça. Ça fait partie d'une nouvelle résolution. J'ai chié sur Star Wars trop en 2018. J'ai commencé l'année en chiant dessus pas mal en parlant de Star Wars épisode 8. Là. Mais ils sont mieux de pas te décevoir avec lui, hein, parce que là, ils ont de la pression. Mais là, avec J.J. Abrams, les commentaires de Kevin Smith sur la scène de tournage, j'ai réécouté Solo, j'ai réécouté Rogue One. Le seul mauvais film pareil, c'est Last Jedi. T'sais. Fait que, tu sais, on donne une chance. Là. Il sort quand le 19 décembre, c'est dans un esti de bout. C'est à la fin de l'année. Ils vont gâcher mon Noël ou ils vont gagner mon Noël. C'est sûr qu'ils vont faire partie de mon Noël 2019, Star Wars épisode 9. Fait que, il y a quand même mon 3e position dans mes points d'intérêt. Position 2, Game of Thrones. La fin de la série mythique de Game of Thrones. Et ça sort parce que je suis en train de débander, moi. Avril, le 8 en avril, début avril. Fait que t'es en train de débander pour vrai? Mais Chris, loin des yeux, loin du cœur, là, ça finit plus de finir. Moi, de je suis en sortir, train de me retaper toute la saison 1. Je suis rendu à la 6e saison, on s'est retapé saison 1 à 7. On est rendu à la 6e, on est en train de finir la 6e présentement. Fait qu'oublie ça, moi je suis crissement hypé. Les promos passent comme moi, c'est malade, j'essaie de réécouter toutes les scènes, c'est crissement malade. Fait que non, j'aime bien ça, moi, Game of Thrones. Puis la fin de la série, moi, c'est. Pour moi, c'était, mettons, à la fin de Stargate, c'était quand même un événement pour moi à l'époque, tu sais, puis la fin de Breaking Bad ou la fin d'une série que tu suis depuis longtemps, c'est toujours un événement important. Fait que ça, fin de Game of Thrones, d'après moi, c'est un moment important pour beaucoup de monde en 2019. Mais tu sais, ça a tellement été long que là, t'en as arrêté d'entendre parler de Game of Thrones pendant un certain temps. Ben, il y a beaucoup de marketing. Je parle dans les médias traditionnels. Tu sais, t'entendais parler de Game of Thrones bien plus il y a un an que là. C'est sûr. Ça va là, le marketing de masse va rembarquer. Là. Mais comme je te dis, c'est temps que ça sorte. Là. Mon numéro 1, c'est sûr que c'était immanquable. Endgame, Avenger, Endgame. Ben.
On s'entend que Ben. c'est 50% de nos shows parlent d'Avengers, fait qu'ils n'ont pas le choix de dire que ça va être... Une nouvelle sur deux, un personnage d'Avengers Ouais, du MCU. c'est ça, fait que, MCU va encore aller chercher mon argent cette année parce que c'est un film que tu vas aller voir sur grand écran assurément Endgame. C'est comme Infinity War, je suis allé voir ça au cinéma, Endgame aussi. Shut up and take my goddamn money. Il y a combien de théories sur Endgame qu'on va parler cette année avant le film? Combien de fois qu'on laisse ça? On va reparler du timeline de MCU, on va parler de Thanos, on va parler des faire des dossiers de Force 4. Tous nos sujets vont parler autour de ça. Fait que Avenger Endgame, 26 avril. Dans pas long, 26 avril, là, ça va plus vite qu'on pense. Je vais fondre. Fait que ça fait le tour de notre show. On va finir ça en souhaitant une bonne année. Bonne année 2019. Puis partagez nos liens partout sur que vous êtes. Facebook, Twitter. Parlez-en autour de vous. YouTube, résolution cette année. Au moins une vidéo YouTube, que ça soit juste un esti d'image que je calisse puis je crisse l'audio sur YouTube. On va s'en mettre disponible sur YouTube pour tout le monde. Puis là, on a stabilisé en 2018 notre format boîte plus trailer. Là. Ouais. Là, il reste nos dossiers, nos rétro gaming. On va travailler là-dessus. Ouais, rétro gaming, je sais pas. Ouais, difficile, hein? On n'est pas assez bon. Faire du rétro review. Ouais. Moi, je commence on l'essaye, on se pète la gueule. Puis, rétro review en 2019. Rétro fail. Ouais. Rétro review. Bye. Ciao, bye.